Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Louis Calais, un ultra-trailer amateur qui s'illustre avec brio sur les sentiers. À seulement 29 ans, Louis a rapidement gravi les échelons du monde du trail longue distance avec des victoires notables comme sur la Swiss Peaks 360. Il nous raconte aujourd'hui sa première expérience sur le Tor des Géants, cette course mythique de 330 km avec un dénivelé de 24 000 mètres dans les Alpes italiennes. Louis nous partage les moments forts de sa course, notamment lorsqu'il s'est retrouvé en tête au kilomètre 180, devançant notamment la légende François Daen. Mais dans une épreuve aussi monumentale, comme bien souvent en ultra-trail, rien n'est jamais acquis. Dans cet épisode, Louis nous parle également de son approche de la préparation, de la gestion des imprévus en course et de l'importance du mental face aux difficultés. Il évoque aussi ses hallucinations en plein effort, l'importance de son entourage et surtout les leçons qu'il a tirées de cette expérience hors du commun. Vous allez passer un très bon moment en sa compagnie et nul doute que nous entendrons beaucoup parler de Louis à l'avenir. Mais je ne vous en dis pas plus. Louis va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Bonjour Louis. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi. Comment vas-tu sur une échelle de 1 à 10 ? De 1 à 10, je dirais 6. Parce que j'ai bien récupéré, mais j'ai fait une petite soirée hier, ça faisait longtemps, voire très longtemps, et avec 2 verres de bière, tu vois, je suis un peu fatigué. Donc t'as été à 13 sur 10 cette nuit et tu le payes un peu aujourd'hui. C'est à peu près ça, ouais. Tu vois, j'ai perdu l'entraînement là pour les petites sorties. Parfait. Louis, on enregistre cet épisode le jeudi 26 septembre. Figure-toi que ce même jour, il y a 41 ans, suite à une alerte déclenchée par les satellites de surveillance soviétiques, le lieutenant-colonel Stanislav Petrov évite une catastrophe nucléaire en interprétant avec à propos un signal d'attaque de missiles américains comme une erreur de son système de détection. Donc, il choisit de pas riposter, ce qui, je pense, fait qu'on peut enregistrer cet épisode aujourd'hui, à mon avis, parce que sinon, ça aurait salement dégénéré. Je suis pas sûr qu'on aurait été vivant. C'est quand, toi, la dernière fois que tu as réussi à garder la tête aussi froide que lui, alors que le contexte était plus que houleux dans une course? Est-ce qu'il y a un moment où tout est parti à volo et t'as gardé? Je dirais le lundi sur le Tor des Géants, tu vois, c'était il y a pas longtemps, c'était quoi? C'était le 9 septembre, je dirais. Pour le coup, quand je suis passé devant François et Martin, et que j'ai accepté de me faire chasser à partir du 180e kilomètre, chose qui d'habitude me met en panique, mais là, je l'ai bien géré, ouais. Iceman, garde la tête froide. Ouais. Louis, on va passer à notre traditionnelle question d'ouverture de podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je crois que tu connais le podcast, donc tu connais la petite restriction. Qu'est-ce que les auditeurs du podcast doivent savoir de toi, sans que tu nous parles de sport à ce stade? Eh bien, moi j'ai 29 ans, je suis originaire du Beaujolais, au-dessus de Lyon. J'habite encore dans le coin, bien que je vais bientôt habiter dans les montagnes pour justement faire quelque chose que je peux pas encore évoquer. Et après, sinon moi je suis... Du Scrabble. Ouais, voilà. Entre autres, pour la récup. Et après, sinon, moi, je suis entrepreneur. J'ai une société dans l'informatique. Et puis voilà, quoi. Et après, je suis passionné, encore une fois. De bip. Ouais, et de non, bip. et puis même, je suis passionné de manière plus générale. Toi, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond. Toi, j'aime bien avoir une approche scientifique. Et j'adore les chiffres. Voilà, pour me résumer. On en avait parlé dans nos échanges préliminaires, mais tu as un profil très Barclay. Ce côté ingé, scientifique, analytique, non? Ah oui, ouais. Très compatible, Ouais. en tout cas, pour la Barclay. Je sais pas si ce sera un projet un jour, mais... C'est pas du tout un projet, tu vois, mais c'est vrai que pour le coup, je pense que c'est assez compatible, ouais. Mais je t'avoue que c'est pas du tout un projet. Ça me fait un peu peur, ce genre de choses. Ouais. C'était quoi ton rapport au sport dans tes plus jeunes années? C'était le sport? Est-ce qu'il y avait déjà de la place pour de la montagne aussi? Parce qu'on va l'entendre, mais on va parler de trail beaucoup aujourd'hui, mais toi, t'es quand même, t'aimes la montagne dans sa globalité et sous toutes ses formes. Ouais, exact. Et quand j'étais petit, quand je dis petit, genre de 4 à 12 ans, je faisais
fait, j'ai commencé à la montagne, première fois que j'ai été faire de la rando, c'était avec ma maman et c'était vers 12-13 ans. Donc avant, ouais, je faisais pas de montagne. Hormis aller ramasser les champignons avec les grands-parents parce qu'ils habitent pour le coup dans Beldon. Mais voilà, tu vois, Varsos-Sti, c'est de la semblant de montagne. Mais voilà, je voulais pas aller faire des sommets. Et sinon, je faisais du judo, moi, jusqu'à mes 17 ans. Ça, c'est vraiment ce qui m'a forgé, tu vois, une discipline, tu vois, dans l'entraînement. Puis le goût pour ça aussi. Le goût de progresser et surtout au niveau mental, je pense. Au niveau, enfin, toi, le fait de faire les choses de manière, enfin, faire les choses à fond, quoi. Pour atteindre ses objectifs. Et ça m'aide encore énormément aujourd'hui, que ce soit au niveau sportif ou toi dans le business, parce que, enfin, pour n'importe quel projet. Ce qui te porte là justement dans cette exigence, c'est quoi? C'est-à-dire, Bah, c'est te donne cette envie, c'est pour toi te satisfaire, c'est pour ah, un regard qu'on peut poser sur toi, ah pour non, ça, franchement, tu vois, le regard qu'on pose sur moi, je t'avoue que je porte pas trop d'importance. Non, c'est plutôt pour moi, ouais. C'est clairement pour moi même. J'adore progresser en fait. Tu vois, j'adore la croissance, j'aime bien progresser, j'aime bien faire toujours mieux. Tout mon petit frère m'appelle Monsieur toujours plus. Tu vois. Tu vois, et t'es ça reste frustré quand génial. tu fais pas plus? Ouais, Ça peut ouais. arriver? Bah, je suis frustré à très court terme et puis après c'est une motivation pour retourner travailler pour faire mieux le coup d'après, quoi. Et tu savoures quand tu réussis? T'arrives Ouais, je à tâche être dans d'avoir. l'émotion et Ouais, je un suis peu moins dans le content. rationnel et savourer. Je savoure. Après, c'est pareil, c'est court terme. Et puis après, j'ai vite envie que je me pose directement les questions. Bon, comment je peux faire mieux le coup d'après? Donc, bah, ouais. Ça, c'est vrai que c'est un peu Et la donc ton première. exigence, là, notamment dans le judo, elle se traduisait aussi par un intérêt fort pour la compétition? C'était Ouais, ouais, important? carrément. J'aimais bien la compétition. Alors, j'avais pas été au pôle. Donc, je restais, tu vois, vraiment de manière amateur, mais je m'entraînais correctement. Et puis après, bah, j'ai arrêté vers 17 ans parce que, en fait, bah, tu sais, quand t'es pas au pôle, je commençais pour le coup à faire la bringue. Non, mais tu vois, Et c'était jusqu'à, pas de bière comme hier soir? non, non, c'était pas, c'était pas pareil, là. Et j'ai bien levé le pied, mais ouais, enfin, tu vois, j'étais un étudiant, quoi. Donc, en Joli, fait, lever le pied pour une transition vers le sport, c'est pas mal. ouais, tu Ouais, vois. ouais, bien joué. Et en fait, bah, je pouvais plus performer, quoi. Enfin, je me faisais éclater, clairement. Et puis là, c'est vrai que pendant quelques années, le sport, c'était plutôt, bon, comme beaucoup, toi, de gamins qui arrivent vers 18 ans, hein. Et c'était plus du tout enfin, j'étais plus focus sur le sport, en fait, tu vois. J'étais plus focus à quelle soirée j'allais faire, concrètement, quelle compète que j'allais essayer de gagner, hein. Donc, mais c'est revenu, on en parle après, c'est revenu très fort, justement, après mes études. C'est comme ça que je me suis retrouvé à me refaire donc là, ce coup-ci, des projets en montagne et puis in fine, de l'ultra. Louis, la course à pied, elle est arrivée plus tardivement dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer? Et puis, quel souvenir t'en gardes? Est-ce que ça a été un peu douloureux, ces premiers pas? Ouais. Ah oui, ça a été douloureux, ouais. Eh bien, en fait, je me suis mis à courir, moi, après avoir fait le Gervin en 2020. J'habitais à Paris encore à l'époque. Et en fait, quand je suis sur le Gervin, c'est là où j'ai découvert l'ultra, parce que j'ai rencontré des trailers en fait qui préparaient l'ultra trail, enfin un ultra en l'occurrence l'échappée belle. Qu'est-ce Ça qui me a semblait. motivé? Pardon, je rembobine un peu, mais sur le GR20, qu'est-ce qui a motivé? Parce que se retrouver là-bas, c'est déjà Ah avoir fait un semblant de démarche. ouais, bah C'était le quoi ton Gervin, bah, tu intention? sais, mais en fait je faisais des randos régulièrement, tu vois, une fois par an ou deux fois par an, j'essayais de faire une rando, souvent avec des potes et sur plusieurs jours. Bon, à l'époque, je partais 3 jours avec notre tante et nous, c'était une expédition, tu vois, on se prenait pour des oufs. Et mais tu vois, c'était vraiment l'aventure de l'année, c'était cool. Et bon, on faisait des trucs dans les Alpes. Et puis, en fait, j'avais un pote qui m'avait proposé d'aller faire le GR20. Donc, voilà, ce coup-ci, on avait prévu de le faire en 7 jours. Ce qui était carrément trop ambitieux avec le sac et avec le niveau que j'avais à l'époque, hein. Mais du coup, ça me chauffait bien et je lui avais dit OK. Et bon, il s'avère que j'étais jamais parti tout seul moi en montagne, jamais, tu vois. Et même dans ma vie, j'avais jamais été tout seul en fait, tu vois, pendant plusieurs jours. Et en fait, quand j'ai lu au tout Tu dernier t'es trouvé moment, sympa alors, à être tout seul avec ouais. toi-même? Non, mais tu vois, franchement, je me suis découvert que j'adorais en fait être tout seul et puis discuter avec tout le monde. Et maintenant, aujourd'hui, tous mes périples en montagne, je les fais tout seul. Mais en fait, mon pote, il a eu, je sais plus quel problème il a eu, mais en fait, il a pas pu venir 2 jours avant. Donc en fait, je me suis retrouvé à faire le jardin tout seul. Et là, je me suis retrouvé. Alors c'est tout bête, hein. Maintenant, ça me paraît complètement, enfin, y a rien d'incroyable, hein. Mais à l'époque, je me suis retrouvé sur ma petite île en Corse. J'arrive avec mon sac, je vais faire la plus longue rando que j'ai jamais fait.
et je suis tout seul et là j'étais paniqué, tu vois. Alors qu'il y a rien d'incroyable maintenant, hein, mais à l'époque, en plus je suis C'est quand même un arrivé, sacré morceau le GR20. mon sac était resté à Paris, enfin bref, il y avait rien qui allait. Et donc ça commençait fort et puis du coup j'ai fait le GR20 et j'ai adoré. C'était vraiment incroyable, tu vois, le fait même au niveau social, tu vois, parce que quand tu es tout seul tu parles beaucoup plus à tout le monde. C'est ce que j'apprécie et c'est pour ça que je suis beaucoup tout seul quand je fais mes blocs d'entraînement et globalement mes aventures en montagne aujourd'hui. Et du coup voilà, c'est là où j'ai découvert ce que c'était l'ultra. Et quand je suis revenu du GR20, donc j'avais réussi en 7 jours, mais je pense que mon premier ultra c'est le GR20 au final parce que je devais marcher 15 heures par jour. T'as le souvenir d'avoir souffert beaucoup physiquement? Ouais, c'était dur, ouais. Franchement, c'était quand même dur, ouais, parce que je l'avais fait en 7 jours, et puis j'avais zéro condition physique, hein, à l'époque, hein. Donc, j'étais à Paris, je bossais H24 parce que là, on montait une boîte, enfin, mais c'était une aventure incroyable. Peut-être c'est toujours pareil, c'est un peu comme quand tu le sais aussi, du coup, tu sais, quand tu fais une course, bon, sur le coup, c'est super dur. Après, quand tu y repenses et que t'as l'accomplissement de toi, c'est incroyable. T'es content, t'as envie d'y retourner, quoi. Et, bah, c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. C'est que, une semaine après, bah, j'avais un peu un coup de blues, j'avais réussi mon objectif, mais j'avais pas d'après. Et donc c'était c'était première semaine de septembre 2020, je crois. Et en fait, je me suis dit, je vais faire l'échappée belle, parce que j'adore la montagne. L'échappée belle, du coup, c'est dans Beldon. Il y a mes grands-parents qui sont dans Beldon. Et pourtant, il y avait tout qui faisait sens, quoi. Et puis, c'était un objectif, surtout, qui me semblait inatteignable. Et ça, c'est souvent tous mes projets. Moi, j'essaie toujours de faire pour que ce soit, toi, à la limite du raisonnable. Parce que sinon, ça motive pas. Ouais, puis, soit je m'entraînement. Tandis que là, faut que t'aies un peu peur de l'objectif. Enfin, là, j'avais carrément super peur, là. Et là, je me suis dit, bah, on va essayer. Mais juste finir, tu vois, sans prétention de temps ni rien, parce que quand j'ai attaqué l'entraînement, donc j'ai cherché, là, je me suis mis à consommer tout le contenu possible inimaginable, sur YouTube, sur Google, de partout. Et en fait, sur les plans d'entraînement. Et en fait, les premières séances que j'ai faites, donc c'était à plat, hein, c'était vers Maison Lafitte, là, vers Paris. Et en fait, j'arrivais pas à courir 5 km d'affilée, tu vois. J'étais obligé d'alterner marche-course pour faire 5 bornes. T'as commencé à 8 minutes du kilomètre, tu m'as dit l'autre jour, c'est ça? Hein? Ouais, c'est globalement ça. Non, mais c'est intéressant d'entendre ça, de voir là où t'arrives aujourd'hui. Enfin, c'est un super message à faire passer aussi. Ouais. Bon, après, moi, j'ai performé aussi vite, on en parlera après, mais bon, j'ai énormément travaillé, j'ai optimisé plein de paramètres, mais après, il y a quand même, pour les choses en face, c'est que j'ai quand même une bonne génétique pour ça, hein, se mentir. Je pense pas que tout le monde puisse aller aussi vite. Par contre, je pense que tout le monde peut aller aussi vite sur les longues distances. Toi, la longue distance, ça a été une évidence tout de suite, parce que t'aurais pu rentrer par la course à pied sur du plus court, mais c'est ce GR20 et ce temps long, c'est ça qui t'a fait envie? C'est ça, tu vois, moi je fais ce que je dis toujours, moi je suis un randonneur, hein, plus qu'un coureur. Alors maintenant j'apprends à courir parce que si tu veux performer, il faut quand même avancer, mais sinon moi, toi, je randonne, donc l'échappée belle, c'était, vu que c'est hyper technique, ça se finit ça se finit en 54 heures, alors que t'as 150 bornes. C'est 3 km en moyenne à peine, c'est vraiment détente, quoi. Toi, si tu le fais en rando du départ à la fin, que tu cours jamais même en descente, bah, tu gères bien tes pauses, sur le papier, ça le fait, hein. Donc, toi, ça me chauffait bien. C'est un peu une ultra randonnée, en fait, pour moi, tu vois. C'était un peu comme faire faire une très très longue randonnée. Et, mais du coup, voilà, c'est pour ça que ça m'inquiétait pas plus que ça de pas savoir courir du tout, au début. Et puis bah après, première année, du coup, bah, j'étais blessé globalement toute l'année parce que je suis monté trop vite en volume, forcément. Le grand classique. Le très grand classique. Mais on apprend de ses erreurs, hein. Toi, moi, j'adore me planter. Sur le coup, c'est dur, ça fait mal, mais par contre, t'apprends. C'est un accélérateur d'apprentissage. C'est un accélérateur. Et sous réserve de jamais faire 2 fois la même bêtise, hein. Ça, c'est valable pour tous les sujets dans la vie. Et donc après, bah, tu vois, j'ai fait l'échappée belle. Là, ça se passe bien. J'ai réussi à finir. 38e. Et 37 heures, c'est ça. En plus, j'ai fait mon 38e, rien incroyable. Et toi, pour une première participation, un an avant, je courais pas. C'était quand même, maintenant, toi, avec du recul, c'était quand même, c'est vrai que j'avais clairement, ça se voyait que j'avais des prédispositions, tu vois, c'était évident. Et donc, c'était cool. En tout cas, j'ai vécu une expérience oufissime. En plus, j'avais d'entrée de jeu sur ma première course. Moi, j'avais tout de suite eu comme assistance ma mère et mon petit frère. On a tout de suite fait ça en famille. Et ça rajoute vraiment quelque chose, tu vois, aux courses. Parce que moi, je fais peu de courses dans l'année, j'en fais 2, tu vois. Sur tout le reste du temps, je fais des aventures en montagne où là, je suis tout seul. Mais les 2 fois où je fais des courses, je sais que je vais être avec ma famille. On va vivre un moment intense et toi, hyper fusionnel ensemble, et ça va être ouf, quoi. Donc, hyper motivant, hyper stimulant, et ça fait toujours des super souvenirs. Donc, et donc, rebelote l'année d'après, ça t'a tellement donné envie. T'as eu envie de faire mieux, c'est ça, au sortir de cette course-là? C'était ça l'idée? Non, mais en fait, c'est surtout que, tu vois, c'était très très dur.
la première fois, mais en fait, toi, t'as l'accomplissement de toi, tu te dis, c'est ce qu'on dit toujours, tu fais un ultra, tu dis plus jamais, 2 jours après, tu te dis, tu re-signes, tu vois, parce que t'as oublié ce qui était dur. D'autant plus que moi, je suis ultra optimiste dans ma vie et j'ai eu tendance à oublier tous les trucs difficiles ou tous les problèmes que j'ai eu, tu vois. Mémoire sélective. Mémoire sélective, ouais. Alors ça a plein d'avantages, ouais. mais ça a des inconvénients. C'est que des fois, tu te dis, enfin, tu te rappelles plus à quel point ça va être dur, quoi. Et puis là, on avait vécu vraiment un bon moment, tu vois, donc ça nous avait vraiment rapprochés. Enfin, c'était vraiment cool, quoi. Et du coup, puis en plus, c'était un bon prétexte pour aller faire encore plus de montagnes. Donc, toi, le fait de devoir préparer un ultra. Donc, du coup, j'ai dit, on re-signe. Puis j'avais vu plein d'erreurs que j'avais faites sur la course, tu vois, forcément. Du coup, je me suis dit, j'y retourne. Et là, ce coup-ci, je vais essayer déjà, je serai un peu plus entraîné. Et je vais essayer d'optimiser ma prépa. Et, tu vois, j'y terre, quoi. Et puis, je vais améliorer ma gestion de course. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai refait, du coup, l'année d'après. Donc, ça faisait 2 ans que je courais. Et là, ce coup-ci, alors là, pour le coup, c'était vraiment un miracle. Je m'attendais vraiment pas. Là, ce coup-ci, je fais 4e, tu vois. Donc, ça, c'est un truc, truc de dingue. un truc de dingue, quoi. Tu vois, enfin, en vrai, j'aurais jamais imaginé qu'en 2 ans avant, finir top 10 sur une course comme ça, tu vois. Donc, du coup, j'étais content. Une belle courbe de progression. Ouais, c'était cool. C'était cool, quoi. Et là, justement, pour peut-être compléter ce que tu as dit précédemment sur ta génétique peut-être favorable, ton approche très rationnelle, enfin, qu'est-ce qui peut expliquer justement quand même ta progression est claire? C'est quoi les éléments rationnels que tu mettrais dans ça? En vrai, il y a 2 sujets, 3 sujets, je pense. Le premier, c'est que génétiquement, je l'ai dit, je pense que j'ai une très grosse résistance musculaire, surtout à l'excentrique dans les descentes. Et ça, en ultra, ça a énormément de valeur, encore plus sur 200 miles. Et on en parlera après, mais plus tu fais des courses longues, plus ça a de valeur et plus ça a un impact sur la performance. Et globalement, musculairement, je suis très solide, tu vois. J'ai une très grosse force max. Toi, je soulève très lourd par rapport au poids de corps au squat. Donc, et ça, fait beaucoup de muscu, je crois, on en a pas parlé, mais t'as fait beaucoup de muscu. Ouais, j'ai fait justement, c'est qu'on n'a pas eu jusqu'à 17 ans, et après 17 à 25, avant que je me mette sur le trail, je faisais que de la muscu, en fait. Et, puis même au judo, sur les prépas, tu vois, à partir de 14 ans, je faisais énormément de muscu, moi. Et en fait, toi, je faisais pas de sport d'endurance. Alors ça, il y en a plein qui sont assez impressionnés de ça, que je faisais pas de sport d'endurance et que j'ai performé aussi vite. Mais je faisais pas d'endurance, certes, mais je faisais quand même un gros volume de sport, quand j'étais gamin. Tu vois, j'avais 4-5 séances de judo dans la semaine, puis la prépa, en comptant la prépa physique. Je faisais toujours du foot, j'allais construire des cabanes, tu vois. Enfin, je crois quand même, tu vois, je me prenais tout le temps. Et le deuxième point, c'est la force max, quoi. Et la muscu, c'est que ça fait 15 ans, enfin maintenant 20 ans que je fais ça fait 15 ans que je fais de la muscu, en fait. Donc c'est pour ça que, tu vois, j'ai une force beaucoup plus développée que les autres athlètes qui faisaient que de l'endurance. Et ça m'aide énormément en ultra. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est que, mentalement, toi, je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis quand même plutôt costaud, quoi. Quand c'est dur, j'arrive toujours à continuer d'avancer. Je rends jamais les armes, en fait. Et enfin, à moins que je me casse un truc ou, tu vois, ou physiquement je puisse plus avancer, mais moi j'avance toujours. Et c'est ce qui me permet de finir le tort cette année, par exemple. Et ça, c'était en partie grâce au formatage qu'on a eu au judo avec mon prof de judo de l'époque. Ça m'aide énormément aujourd'hui, franchement, pour tout, tu vois, même quand tu montes une boîte, pour tout, enfin, t'avances, quoi, t'es nos limites pour avancer. Et puis après, ouais, le troisième point, c'est que c'est que je me suis beaucoup entraîné, toi, j'ai tout optimisé, donc, j'aime ça, c'est une passion, c'est un peu comme tu joues à un jeu vidéo, mais peut-être que t'augmentes les skills de ton personnage, tu vois, donc c'est quoi tes ambitions de manière générale sur une ligne de départ? Alors, tu sais, c'est jamais trop un classement, c'est jamais un classement, mais en fait. Le classement, ça a très peu d'intérêt, ce que je dis toujours, c'est la conséquence du temps que tu fais. Donc, moi, quand sur une ligne de départ, je me fais une guerre à moi-même. L'objectif, c'est que j'arrive l'objectif, en fait, quand je suis sur la ligne de départ, c'est que j'arrive à faire le meilleur temps que je puisse faire avec les armes du jour. Tu vois, c'est vraiment ça. Et voilà, donc en fait, moi, tu vois, j'ai des temps de passage hyper précis. Toi, je calcule de manière hyper précise et avec plein de données, le meilleur temps que je puisse faire sur la course théorique. Et l'objectif, c'est que j'arrive à suivre ça. Et puis, quand j'y arrive, je suis super content. Si je fais moins bien, je suis un peu déçu. Je regarde qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait, et que je dois corriger pour le prochain coup. Et puis, si jamais je fais mieux que prévu, je suis agréablement surpris. Puis c'est cool, quoi. Puis on passe à la suivante. Louis, je voudrais qu'on parle d'une autre course qui a été très fondatrice, en tout cas marquante pour toi, qui, je pense, est très chère, c'est la Swiss Peaks l'année dernière. Est-ce que tu peux nous parler de ce souvenir et dire ce que tu en gardes aujourd'hui?
Ouais, c'est vrai, bah, franchement, Swiss Peak, c'est vrai que je pense que ça a été vraiment le tournant, tu vois, dans ma très humble carrière en trail, hein. C'est que, bon, l'année d'avant, je fais 4 sur l'échappée belle. Et après, bah, l'année d'après, donc 3 ans que je cours seulement, j'arrive sur la Swiss Peak, c'est mon premier 200 miles, ça fait 360 km. C'est un peu plus long que le Thor, un peu plus technique. Et en fait, bah, pareil, là, d'un point de vue, là, je m'étais énormément entraîné, tu vois, là, c'était la première année où je m'entraînais vraiment correctement, tu vois. Je faisais plus de volume, enfin, je commençais à me connaître, je commençais à être quand même assez calé, tu vois, sur les méthodes d'entraînement. Et du coup, quand je suis arrivé, c'est vrai que tous mes indicateurs étaient bons, je me sentais bien et tu vois, je visais, dans le meilleur des mondes, je savais que je pouvais faire 82h30 normalement. Et il s'avère que j'ai dormi 1 heure de moins que prévu, je fais 81h36, donc tu vois, 6 minutes près, j'étais bon. Hmm. Et je gagne la course, quoi. Et ça, Et tu bats le record de la course. ouais, je bats le record aussi, ouais, mais bon, ça, c'était anecdotique, toi, c'était quelques minutes, mais bon, c'est quand même cool, hein. Et du coup, c'était irrationnel, en fait, tu vois. Enfin, c'était tellement inattendu, tu vois. Je savais que si je faisais 82h30, forcément, j'allais finir devant. Mais j'y croyais pas trop. Puis peut-être t'es pas à l'abri que quelqu'un soit encore meilleur que toi ce jour-là et qu'il fasse mieux. Donc, la place, en fait, j'ai toujours du mal à me dire que je vais potentiellement gagner ou même finir devant. Et là, ça fait un peu pareil sur le Tour d'ailleurs. Et en fait, là sur la Swiss Peak, ouais, c'est vrai qu'on gagne. On était tellement heureux, tu vois, avec mon assistant, c'était incroyable parce que c'était hyper intense. Franchement, toi, tu dors pas pendant 3 nuits. Enfin, on dort pas. Enfin, je dormais 1 heure et demie par nuit. La dernière nuit, 30 minutes, donc ça fait quand même quoi. Peut-être c'est quand même extrême comme course. Et du coup, comme émotion, c'est tout aussi extrême. Et même pour mon assistance, hein, parce que ma mère et mon petit frère, ils ont dormi 6 heures, hein, sur les 82 heures de course. Donc, tu Il te vois, parle moi, encore? et ouais, ouais, non, mais c'était hyper dur, tu vois. On a tous mis 3 semaines à s'en remettre, mais c'était incroyable. Tu vois, pendant 6 mois, on parlait, putain, on reparlait de souvenirs, on rigolait, parce que, tu sais, il y a eu 50 000 couacs, tu vois. Enfin, il y a eu 50 000 histoires. Enfin, c'est des souvenirs qui sont gravés à jamais, ça. Donc, puis là, l'arrivée, tu vois, l'arrivée, en plus, j'étais arrivé là à 18h30. C'était le coucher du soleil sur le lac Léman. Enfin, c'était ouf, quoi. Tu vois, puis j'étais passé j'ai jamais fait de podium ni rien, moi, hein. Tu vois, être confronté à ça, enfin, après, c'est pas hyper médiatisé tout, la Swiss Peak, mais ça reste quand même un événement important en Suisse. Et ouais, c'est vraiment été une expérience incroyable. Et c'est là, tu vois, où je me suis confirmé à moi-même que, bah, j'avais peut-être un peu de potentiel et que si je continue à bien m'entraîner, je pourrais sûrement faire de bonnes performances sur les années d'après. Donc toi, mais sans me précipiter non plus. Ce qui a changé, donc après cette victoire, c'est notamment la création de ton compte Instagram, si j'ai bien compris. Ah oui, c'est ça. Sujet stratégique. J'imagine que c'est pas la seule chose, mais Ah, mais tu sais qu'en vrai, c'est vrai que du coup, tu m'aurais dit, il faut que tu fasses un compte Insta, on peut même pas t'identifier, machin. Du coup, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, alors, juste, toi, je suis beaucoup plus ouvert au sujet, hein. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais quand même pas très présent, enfin, pas présent du tout même. Toi, je faisais mon truc dans mon coin, moi, je faisais ma perf et terminé, tu vois. Et toi, c'était pas. Alors, j'adore partager avec mes proches, mais tu vois, partager avec des gens que je connais pas, c'était pas mon truc. Puis moi, j'avais une vision Insta et des réseaux où c'était uniquement se mettre en valeur. C'est pas un truc. Toi, se flatter, s'auto-flatter, quoi. Tu vois, ça, c'est pas du tout mon truc. Hmm. Et en fait, bah, j'ai compris que non, c'est pas seulement ça, que tu peux justement connecter partager une tes communauté à des gens. entraînements. Ouais, c'est ça, toi, partager tes entraînements. Et ouais, partager avec des gens qui sont passionnés comme toi. Et c'est pour ça que du coup, je prends un peu plus goût, tu vois. J'essaie de poster régulièrement quand je fais une aventure en montagne, ou toi, mes débriefs de course. Donc non, en vrai, tu rigoles, mais c'est vrai que c'était un changement pour moi. Peut-être un détail pour vous, mais pour Louis, ça veut dire beaucoup. Exactement. Exactement, mais c'est vrai, ça veut dire beaucoup. Avant de clôturer là, cette partie introductive, Louis, je voulais juste qu'on se parle. On a parlé de course beaucoup et de dossard. C'est finalement une portion relativement mineure enfin, c'est ce qui est visible. Mais toi, t'aimes Ouais. partir, là, tu l'as dit il y a quelques phrases, c'est l'aventure en montagne aussi. Donc, il y a cette idée de off, d'aventure et pas forcément de Ouais. dossard de course. C'est ça qui t'habite aussi, la dominante, c'est principalement ça? Ouais, exactement. Le mot, enfin, ce que je dis, moi, les courses, c'est 10% de mon année, enfin, de mes aventures, en fait. C'est que, enfin, c'est même pas une aventure, en fait, une course, parce que tout est cadré, toi, t'as jamais de risque, t'as des médecins partout, tout le monde t'encourage, t'as bien moins d'aléas que quand t'es planté tout seul en montagne, quoi. Donc ouais, non, j'adore faire Mais il des se passe quand même des aventures. choses que t'as pas prévues, même si On va il en y a un parler. environnement Certes, on c'est vrai, contrôle pas tous les paramètres, tu fais bien de me rappeler. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a quand même bien moins d'aléas que quand t'es tout seul en montagne. bien sûr. Et ouais, non, j'adore faire des mois. Je pars toujours.
très souvent, du coup, avec mon sac de trail, donc en mode très minimaliste. En fait, un peu comme quand je faisais de la rando avant, sauf que maintenant, je suis en mode ultra light, quoi. Toi, j'ai 2, 3, 4 kilos sur le dos. Et puis, peut-être des fois 5 kilos en début de saison quand j'ai les crampons, quoi. Mais, et puis voilà, puis je pars 3, 4 jours, souvent 5 jours, faire une traversée de refuge en refuge. Toi, j'arrive en train, je sais pas, moi, j'avais fait Modane, et puis j'ai couru jusqu'à Menton, jusqu'à la mer, après je remonte en train, enfin, tu vois. Et du coup, je fais énormément d'aventures comme ça. Alors maintenant, le problème, c'est que dans les Alpes, c'est vrai que j'ai quand même bien, j'en ai fait un paquet déjà, donc là, je cherche autre chose. Là, j'aimerais bien aller me faire une expé dans la Cordillère des Andes, là, cet hiver, ou l'hiver prochain. Et puis voilà, quoi. J'aimerais bien aussi refaire le Gervin en hiver. J'avais pas pu finir cette année, là, parce que j'ai pris une tempête. Mais voilà, quoi. Tu vois, franchement, j'adore faire de Les la idées manquent rando. pas. Ouais. Non, ça, mais ouais, de la rando, du trail, de l'alpi aussi. Mais voilà, quoi. Toi, et puis surtout, jamais en me disant, en regardant la montre, tu vois, moi, je regarde jamais la montre. Hormis quand je fais des séances de fractionné, mais ça, c'est de l'entraînement. Ouais. Au final, je m'entraîne très, très peu, tu vois. C'est qu'un peu en hiver, mais sinon, après l'été, ouais, je me fais des bonnes aventures en montagne. C'est incroyable, quoi. Louis, on va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions à te poser. La première d'entre elles, si tu pouvais dîner avec n'importe quelle personne, vivante ou décédée, qui choisirais-tu? Donc ça peut être une sphère personnelle ou plus globalement, plus grand public, ou voilà, pas forcément des gens que tu connais. Je dirais Elon Musk, tu vois. Je sais pas si ça a déjà été dit sur ton podcast, mais parce que, alors rien à voir avec le sport, hein, pour le coup, mais ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il fait les choses toujours de manière extrême et puis il repousse toujours les limites du possible, tu vois. Toujours des trucs qui semblent, enfin toi SpaceX, c'était absolument impossible. Puis pour le coup, il a quand même réussi à le faire. Puis il bosse beaucoup. Donc il y a pas mal de valeurs dans lesquelles je me retrouve. Donc je le trouve très inspirant. Il est clivant, il y a quand même des prises de position un peu particulières, mais en tout cas, oui, il est Ouais, inspirant aussi à plein de titres, effectivement. C'est sûr, mais sur En tout cas, il a rendu plein de choses, effectivement, qu'on pensait impossibles, possibles. Exactement. Sur ces sujets-là, toi, sur les choses, voilà, comme tu dis, qu'il a rendu possible, je trouve ça cool, quoi. Tu le préparais quoi à dîner? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, tu sais, moi, je suis gourmand, hein. Ok. Il faut pas mettre du gras et du sucre entre les mains parce que c'est un carnage. J'ai même pas le temps de finir mon gâteau qui c'est déjà tout mangé. Mais je sais pas ce que je lui ferai manger, c'est une bonne question. Ah, je me dirais, allez, un petit Mont d'Or, je lui ferai découvrir ça. Ah, bien. Pas un petit, un gros Mont d'Or. Là, sur ton Insta, c'est une photo d'Elon Musk qui bouffe du Mont d'Or chez toi. Je pense que tu vas péter les scores, à mon avis. Ton compte va bien grossir. Et on a compris que c'est vraiment ce qui comptait beaucoup pour toi. Voilà. Deuxième question pour toi, Louis. Si tu pouvais revivre un jour de ta vie, lequel choisirais-tu? C'est la première fois que je la pose. Eh ben, pour le coup, toi, la Swiss Peak, je dirais, toi, l'arrivée sur la Swiss Peak, parce que je pense que c'était le jour de ma vie où j'ai eu les émotions les plus fortes avec ma famille. Tu vois, chose hyper importante pour moi et où c'était vraiment l'accomplissement de 3 ans de travail. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable ce jour-là. Puis surtout inattendu. La troisième question pour toi, Louis. Le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? C'est simple, c'est n'aie aucune limite. Ok. Tu l'as pioché de quelqu'un de proche ou tu l'as lu, ouais, entendu? Non, c'était au judo. Ok. C'est aucune limite pour réussir. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Très belle réponse. On va passer maintenant à la présentation de la course. Je vais en planter brièvement le décor. Donc aujourd'hui, on va parler du Tour des Géants. C'est une course qui a été créée en 2010, qui se déroule dans 34 communes au cœur de la vallée d'Aoste. La course, elle traverse notamment le parc naturel du Mont Avic. Je ne sais pas si je prononce comme il faut. Celui du Grand Paradis, connu pour leurs magnifiques paysages de lacs et leurs cols en altitude. Le départ et l'arrivée de la course se situent en Italie, à Courmayeur, un nom qu'on connaît bien, qu'on a beaucoup entendu à la fin du mois d'août aussi, du côté de l'UTMB. Le parcours, donc, c'est une seule étape tout au long de hautes routes Val d'Autène. Les participants, au nombre de 1100 au maximum, doivent conclure l'épreuve en 150 heures maximum. Ils courent au régime d'autonomie partielle avec plus de 40 points de ravitaillement, 6 bases villes le long du parcours. On parle de 330 km, 25 cols à plus de 2000 mètres, 30 lacs, 3300 mètres d'altitude au max pour un dénivelé total de 24 000 mètres. Ça, c'est la théorie. C'est à peu près ça, ou toi, ta montre, t'avais un peu plus? Puis j'ai regardé, en fait, tout le monde avait 350 et 25 000. Okay. Toi, ils aiment bien les chiffres un peu plus ronds, en fait. mais c'est rarement en dessous, c'est toujours arrondi au-dessus, t'as remarqué? Oui, ça j'ai bien vu. T'inquiète. Et une dernière stade pour présenter la course, qui est très révélatrice de son niveau de difficulté, mais globalement, le taux d'abandon avoisine très régulièrement les 50%, donc selon les conditions météo et les éditions. Mais voilà, c'est une belle boucherie, on peut le dire.
Louis, on arrive au moment où tout se passait bien et là, on met en péril l'espèce d'harmonie qu'il y a depuis le début du podcast puisque c'est l'heure de la question qui pique. Donc, je vais t'embarquer avec moi dans cette question qui est tirée par les cheveux. Donc, on va parler aujourd'hui du tort des géants. Donc, je vais te parler de géants dans le sport. Je vais te citer 5 profils de sportifs. Je vais te demander de les classer du plus petit au plus grand. Ok, des personnalités sportives très connues. Ok, t'es prêt? Allez. Je te les mets dans le désordre. Alors, Victor Wembanyama, a priori facile. Joko, LeBron James, tu vois, le basketteur. Ouais. Michael Phelps, natation. Et Usain Bolt. Du plus petit au plus grand. Ils sont tous super grands. Ils sont tous grands. Wembanyama, Joko, LeBron James, Michael Phelps, Usain Bolt. Le plus petit. Le plus petit. Ouais. Joko, je dirais. Ouais. Et 13 Phelps, LeBron, Wembanyama et Usain. Ouais, bravo. Après, je dirais Usain, parce qu'il doit faire un 98, lui. 1,95. J'ai été surpris, je pensais pas qu'il était aussi grand que ça, ouais. J'ai pas dit Phelps, 1,83 et Joko, 1,88. Et après, 13 LeBron James et Victor Wembanyama, t'es quand même parti là pour faire le hold-up. Bon, après, Wembanyama, c'est le plus grand, je pense. Ouais, donc c'est LeBron James en second. 2m6 et Wembanyama 2m24. 2m24, ouais, putain. Bravo, t'as été à la hauteur. Félicitations. Ouais, toi, je m'étonne. Franchement, t'as pas trop. C'était pas évident. Ouais, non. Et il y avait Zlatan dans l'eau, mais Zlatan, il fait la même taille que Usain Bolt. Donc, il y avait pas, c'était compliqué, mais voilà. 1,95 aussi, Zlatan. J'avais voulu le mettre dans ce petit jeu. Louis, on va se parler donc de Sport des Géants. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu as entendu parler de la course? Première année, en fait, où j'ai préparé, j'étais à la fin de la prépa je sais plus, milieu de prépa de ma première Chabébel, tu vois. Ça fait 6 mois que je m'étais mis à courir. Et moi, je pensais qu'en fait, toi, les 100 miles, c'est ce qu'il y avait de plus grand. Et j'avais découvert le Thor et je me suis dit, non, mais les mecs, ils font ça, ils sont 5. Déjà, tu vois, déjà, à 100 miles, je me disais, bon, déjà, on fraude la bêtise, déjà. Et là, je me suis dit, non, mais, et je me rappelle très bien, après les Chabébel, j'avais revu mon meilleur pote et on faisait un ping-pong. Et puis je lui racontais un peu l'échappée belle et tout. Et donc à l'époque, c'est lunaire en fait ce que j'avais vécu, tu vois. Puis je commençais limite à avoir des allus, moi, tout à la fin des cheveux belles. Donc je lui raconte ça et tout. Enfin même moi, j'ai vécu un truc de ouf, quoi. Et puis j'avais dit, il y a encore plus grand, c'est le tort des géants, mais je ne ferai jamais ça. Faut être taré pour faire ça. Et tu vois comme quoi, tout. Faut jamais dire jamais. C'est quoi là le truc que tu dis que tu feras jamais le prochain pour savoir ce que sera? Non, je ne positionne plus. Ok. Je le positionne plus, mais bon voilà. Mais en tout cas, par contre, tu vois, il y a quand même un truc. Encore une fois, faut jamais dire jamais, mais tu vois, mon objectif, c'est pas de faire toujours plus long. Tu vois, beaucoup. Toi, 200 mètres, franchement, c'est sympa. C'est pas une longue randonnée, tranquille, bon, avec plein de difficultés parce que t'as de la privation de sommeil, mais c'est une distance qui me va bien. Et toi, j'aimerais bien faire le Tour des Glaciers ou toi, un jour la Swiss Peak 660, mais toi 200 miles, c'est vraiment ma distance. Tu vas faire mentir ton frère et ton surnom de Monsieur Plus. Exactement. Il y a une forme de limite. C'est déjà assez haut là. Par contre, j'ai quand même, toi, j'aime bien du coup le faire toujours mieux, donc toi toujours améliorer mon temps, quoi. Bon, sur le temps, ça peut être bien compliqué, mais voilà, quoi. Qu'est-ce qui t'a séduit toi dans le Thor? J'avais fait la Swiss Peak et les 2 gros 100 miles, c'est Swiss Peak et Thor. Puis le Thor, c'est un peu, on va dire, l'UTMB du 200 miles, tu vois, c'est où il y a le plus gros plateau. Enfin, toute cette année, là, pour le coup, c'était monstrueux. Ça monte d'année en année, mais là, avec, celui qui avait François, il y aurait dû avoir Franco Collet, celui qui gagnait 4 fois quel record. Enfin, il y avait vraiment du beau monde. Il y avait Benat, qui lui, je pense j'ai écouté son interview post-race et à mon avis, il est comme moi, tu vois, j'ai l'impression de m'entendre après la Swiss Peak, donc je pense on n'a pas fini de le voir sur le Thor non plus. Ok. Et il a bien aimé. Mais voilà. Et en fait, voilà, tu vois, je suis à la Swiss Peak, il fallait que je fasse le Thor. En plus, ça me challengeait parce que c'est plus roulant. Toi, moi, je suis quand même plutôt bon quand c'est tout quand c'est blindé de cailloux. Les cailloux sont pas bien rangés, tu vois, puis que c'est vraiment de la montagne, quoi. Et là, sur le Thor, c'est quand même beaucoup plus roulant. Alors que t'as beaucoup de dénivelé, hein, mais les sentiers c'est pas très technique. Et ça me motivait parce que, comme je te disais, moi, je suis pas un bon coureur. Donc, j'étais curieux de voir comment j'allais gérer ça. Et puis après, il y avait un bon niveau. Tout maintenant, j'ai envie de me confronter de plus en plus sur des courses où il y a du niveau. Donc voilà. Puis après, c'est un truc mythique. C'est dans le Val d'Or. Je connaissais pas le Val d'Or. J'ai fait exprès de pas faire la Roco d'ailleurs pour toi vraiment découvrir ça pendant la course. Et je me suis pas loupé. C'était bien sympa. Ouais. T'as connu un bel été. T'as fait, en tout cas, les courses de préparation sont bien passées. T'as gagné l'UT4M sur le 180. Voilà, t'as fait un 60K en mars. Voilà, tout s'est bien construit. Est-ce qu'il y a eu des choses vraiment très spécifiques à cette course sur ce Thor que t'as pu mettre en place dans ta préparation?
Euh, Truc spécifique, c'est que je me suis beaucoup plus exposé à l'hypoxie que les précédentes saisons. Donc j'étais beaucoup en altitude, quoi. Je me suis même acheté une tente hypoxique, mais en fait, je m'en suis même pas parce que j'ai reçu juste avant l'été. En fait, j'ai vu que j'étais jamais là. J'étais toujours. En fait, franchement, j'ai dormi 3 nuits dedans, tu sais. Pas de c'était gros pas, impact. c'était pas hyper rentable, quoi. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, j'ai essayé vraiment d'être le plus possible haut en altitude et d'y être longtemps. Et ça, je l'ai bien géré. Et je pense que ça a eu un gros impact aussi sur ma perf, ouais. Ça, c'est évident. Tu te sens comment là au sortir de ta préparation? Physiquement et mentalement, t'es dans des dispositions rêvées? Alors, il y a 2 points. Le premier, c'est que, si tu vois, moi, sur l'UT4M, j'avais le Covid. C'était la course la plus dure que j'ai fait de ma vie. La course en elle-même, elle est pas dure, mais sauf que j'étais sec au bout du 40e, quoi. Tu sais, j'étais épuisé d'entrée de jeu parce que, bah, toi, je montais dans les tours alors que j'allais à 2 à l'heure, grosso modo. Donc, c'était un chemin de croix, hein, du 40e au 160e. Franchement, si je gagne, c'est un miracle. Puis, parce qu'il n'y a pas un gros plateau, mais sinon, ça a vraiment été très, très dur. Et quand je suis arrivé sur, enfin, le UT4M, je me suis dit, oh là, dans 7 semaines, il va falloir que tu refasses une boucle. Je me suis dit, putain, ouais, ça va être dur. Et enfin bref. Et du coup, ça pourrait dire que quand je suis arrivé sur le tour, j'étais très 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 prudent et très humble, tu vois. Je visais un temps ambitieux, je visais 66 heures, donc une demi-heure du mieux que le record. Mais toi, j'étais très 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 ouvert au fait que j'allais probablement dériver et que j'allais pas réussir à le tenir et ça allait pas m'inquiéter, tu vois. Si je finissais en 72, 75 heures, c'est normal. Et j'aurais jamais pensé pouvoir tenir les temps que j'ai tenus jusqu'à avoir ma gastro, hein. Mais par contre, à côté de ça, tous mes indicateurs de forme, ma VFC, mon poids, ma force max, tout était au maximum. Enfin, c'était incroyable. Et pour le coup, même avant la course, je suis parti hyper serein parce qu'en fait, peu importe ce qui arrivait sur la course, je savais que j'avais fait le job et que toi, j'avais fait sauter aucun entraînement presque. Et du coup, bah, ça a payé, quoi. Toi, j'ai fait un travail monstrueux. Et j'arrive et genre là, toi, mon perso, il avait tous les skis, c'était tout à 100%. Non, mais c'était ouf. Et du coup, ouais, je suis arrivé. Je me Beaucoup de suis dit, sérénité, ouais, forcément. ouais, c'est ça, parce que tu vois, j'avais réussi, toi, une grosse partie de ma mission, c'est que je m'étais entraîné super bien. J'avais tout optimisé, même au niveau du poids. Moi, le truc, tu vois, comme je dis, je suis gourmand. C'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal. Moi, c'est d'arriver au bon poids et d'arriver à très bas en masse grasse, qui est un gros facteur de performance aussi. Et ça, j'ai vraiment du mal et ça a été franchement hyper dur avant la course de me restreindre là-dessus. Mais j'ai réussi et j'étais franchement, quand je suis monté sur la balance et que j'ai vu que je faisais moins de 62 kilos, j'avais la larme à l'œil tellement j'étais content. T'as pris un Mandor pour fêter ça ou pas? Ah, t'inquiète, après la course, j'en ai déjà mangé un. Et en fait, ouais, du coup, je suis arrivé sur la course, j'étais hyper serein, mais à côté de ça, et puis tout devait bien se passer, tu vois. Il y avait pas de raison, en vrai, que j'arrive pas à tenir le record. De par les stats, toi, sur mes dernières longues sorties, sur toutes les données que j'avais, ça devait passer en 66 heures. Donc, bon, hors gastro, du coup. Et sauf que, à côté de ça, je m'étais tellement, ouais, je m'étais fait peur avec l'UT4M et j'étais, j'étais très prudent, vraiment. Franchement, j'étais très prudent. Je me fallait vraiment pas, tu vois, je suis arrivé vraiment humble face à la course, hein, je peux te dire. C'est quoi les choses en termes de logistique qu'il faut prévoir sur un 200 miles comme ça? C'est très différent ou est-ce que le fait, tu vois, Non. tu peux déposer des sacs, est-ce que tu pars globalement avec la même chose? Est-ce que le matériel obligatoire, il y a des choses significativement différentes? Alors, tu vas rigoler, je vais te décevoir, je pense. Ça, c'est les Italiens, hein, c'est pas comme en France. Il y avait 2 couvertures de survie, 2 frontales dans le matériel obligatoire. Première fois de ma vie que je pars avec plus de matériel dans le sac que le matériel obligatoire. Non, parce que tu sais, ils annonçaient de la pluie, donc j'ai direct pris la grosse Gore-Tex d'Alpi. J'ai même pas pris un coupon, j'ai pris vraiment la Gore-Tex. Et les gants et tout, enfin, tu vois, et ça, ils le mettaient même pas dans le matériel obligatoire. En France, vu le temps qu'ils faisaient, alors qu'on monte à 2005, c'est évident ils auraient imposé le kit grand froid d'entrée de jeu, quoi. Alors que là, faut savoir que le kit grand froid, ils l'ont imposé que du vendredi au samedi. Donc après 5 jours de course, et les mecs avaient déjà pris 3 nuits avec de la neige et -12 au col. Donc en fait, si t'avais pas pris le kit grand froid avant qu'ils te l'imposent, t'étais mort, hein. Donc, enfin, ouais, c'est un autre délire par rapport à la France. Mais bon, ça me va bien, tu vois, ça te responsabilise. De toute façon, les mecs qui font ce genre de course, pour le coup, en principe, c'est pas la première, quoi. Donc, ils savent, ils se gèrent. Et après, sinon, au niveau des bases vie, ou même de l'assistance, franchement, c'est pareil qu'un 100 miles, c'est juste que t'as plus de ravito et que, bah, il faut vraiment gérer le sommeil. Toi, même si t'es en élite et que toi, un 100 miles, tu mets entre 20 et 30 heures, bah, là, t'es sûr que tu vas devoir dormir à un moment donné. Donc, faut gérer ça. Donc, t'inclus un sac de couchage en plus dans ton matériel, quoi.
Mais sinon, c'est franchement exactement pareil. Tu nous l'as dit en pointillé là depuis le début, le côté partage, l'entourage, c'est aussi important. C'est des Ouais. expériences que tu as vécues jusqu'à maintenant collectivement. Il y a qui avec toi sur ce tour? Et où est-ce que tu es censé les retrouver? Alors, là, j'ai une team exceptionnelle. Et ce qui d'ailleurs aura un impact énorme sur les temps que j'arriverai à tenir pendant 280 km, c'est qu'en fait, j'avais ma mère, mon petit frère au début de la course, et ma copine qui me rejoignait à partir de lundi. Non, mardi, pardon, à partir de mardi. Et en fait, eux ils s'occupaient vraiment de tous les ravitaux qui sont en vallée, pas accessibles en voiture. Et donc, il y en avait 17 de tête, tous les 20 km, quoi, à peu près. Et en plus de ça, j'ai mon pote Matt, avec qui je fais pas mal de trail et puis du skimo, qui lui venait me ravitailler dans les refuges, tu vois. Parce qu'on passe beaucoup dans les refuges, et les refuges servent souvent de ravito, quand même, sur le toit. Ça, c'est hyper sympa. Ça ressemble, et du coup, ça ressemblait beaucoup à ce que je fais, moi, toi, quand je fais mes traversées, c'est que pour me ravitailler, je vais toujours mettre une part de tarte à la myrtille plus une omelette de refuge en refuge, quoi. Et là, du coup, tu vois, ça m'a pas trop dépaysé, parce que c'était à peu près pareil. Et lui, il me ravitaillait dans les refuges, il a dû en faire, je sais pas, une grosse dizaine, je pense. Enfin, il a dû faire 8000 de dénivelé pour me ravitailler sur de dimanche dans la nuit à donc du 100e kilomètre à la fin, quoi. Et c'était incroyable, quoi. Parce que même lui, tu vois, lui, il se faisait un ultra parce que il me ravitaillait, il redescendait, il allait ravitailler après, tu vois. Donc sans passer par les mêmes chemins que moi. Enfin, c'était un sacré chantier niveau logistique, mais ils ont vraiment géré. Et eux, pour le coup, il y a eu zéro quoi, ils ont fait un taf parfait, quoi. Donc, eux, pour le coup, ils ont vraiment gagné le tort. Ouais. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce tort? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que je m'attends à vivre avec ce tort? Bah, quand j'ai vu le temps qu'ils annonçaient, et puis le fait que j'étais pas hyper serein, tu vois, parce que ça avait été dur sur les T4M. En vrai, je m'étais formaté la semaine avant course pour vivre une guerre. Enfin, tu vois, toi, j'y allais, je savais que, toi, je partais pas en mode je vais randonner, ça va être mignon, tu vois. Je savais que là, je partais, ça allait être brutal. Tu vois, je m'en doutais quand même. Et je m'étais tellement dit ça que, au final, c'est la première course où tout s'est bien déroulé. Bon, on va en parler jusqu'au 280e, mais tout s'est bien déroulé. J'ai pas eu enfin, j'ai jamais été, t'as souvent, un peu comme sur 100 miles, mais là encore plus, tu vois, les downs, ils sont vraiment downs des fois, tu vois. Surtout dans la nuit, et jamais eu de coup de moins bien. Enfin, je tenais mes allures tout parfait. Puis j'avais tout calculé nickel, ça correspondait parfaitement. J'ai jamais eu besoin de forcer, tu vois, pour essayer de tenir mes temps. J'ai pas eu enfin, tout allait bien. Si, il y a juste un petit problème de digestion au début, parce que j'ai consommé un tout petit peu trop de glucides. Donc j'ai vite corrigé. Franchement, c'est la course tout était nickel. Mais on va en parler. Mais sinon, vraiment, tout était nickel au final. Donc, puis je m'étais encore une fois, toi, je m'étais tellement dit que ça allait être dur que, bien sûr que ça a été dur. C'est forcément que ça a été dur. De toute façon, sur 280 km avec deux nuits blanches, mais vu que j'étais, toi, vraiment préparé à faire quelque chose d'extrêmement difficile, douloureux et tout, bah avec un temps affreux. Bah, au final, tu vois, dès qu'il y a eu, vu qu'on a eu qu'une journée de pluie et qu'il y a eu qu'un col, on a eu de la neige. Bah, tu vois, après quand il a fait beau à partir de lundi, je me suis dit, ah bah super, en fait, c'est détente, tu vois. Ça, c'était beaucoup plus facile que prévu, en fait, donc ça s'est vraiment bien passé, ouais. Nickel. Louis, on est le 8 septembre 2024, c'est le grand jour. Est-ce que tu peux nous raconter ton début de course qui était donc placé sous le signe de la pluie et des conditions pas très favorables? L'idée, c'est de partir tranquillement. Ouais. Très tranquillement, puis surtout, tu vois, pas je l'avais prévu dans mes temps de passage, mais j'avais regardé les temps de Franco Collet, bah celui qui a le record, le king, le boss du game, tu vois. Et en fait, ils partent très fort, quoi. Et au début, enfin franchement, des allures monstrueuses. Et moi, j'étais vraiment hyper prudent. Donc tu vois, au tout début, je pense, que je devais être centième. En vrai, je pense au tout début, avant la première côte, ça m'avait bouchonné. C'était un premier single après la route. Et même là, j'étais pris dans les bouchons, donc je me traînais. Enfin, en tout cas, j'étais sous mon allure, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Au début, j'aime bien partir mieux de peloton. Au moins, ça m'oblige à pas faire n'importe quoi, à essayer de suivre ceux devant, toi, avec l'euphorie. Tu vois, comme ça, je me mets vraiment avec des personnes qui ont une allure un peu plus basse que la mienne, et du coup, eux, je sais qu'ils partent trop fort, enfin, ils partent au-dessus de leur allure, et puis moi, je sais que je pars un peu en dessous de la mienne. Comme ça me sécurise, tu vois. J'aime bien la jouer très très safe. Et donc, ouais, je pars vraiment tranquille, et ouais, sans pression, sans rien. Moi, il pleuvait d'entrée de jeu, hein. Mais et là, on part de Courmayeur et on monte direct à un col à 2005, col d'Arp. Et en fait, au col d'Arp, là, j'ai à peu près 1500 de dénivelé. Et là, je me suis dit,
Là, j'ai repris confiance, tu vois. D'entrée de jeu, je me suis dit, là, je suis en forme, quoi. Là, j'ai les bonnes cannes, j'avance bien. J'avais un quart d'heure d'avance sur mes temps, direct au premier call. Donc là, je me suis même dit, ouais, il faut que tu temporise, c'est pas normal, mais j'étais vraiment bien, j'avais pas forcé, j'avais vraiment suivi ma FC, toi, sur le premier call pour, toi, histoire de pas faire des bêtises, parce que sur le tort, ça coûte très cher, hein, le départ trop rapide. Parce que si tu te plantes sur les 20 premiers kilomètres que tu pars trop fort, c'est pas pendant 300 bornes, après, tu vas ramer, hein. Donc, il vaut mieux perdre une demi-heure à la limite en partant vraiment trop cool au début, puis après être tranquille et puis, mais voilà, gérer correctement que faire l'inverse. Donc là, je me suis même dit, ouf, c'était en forme, mais par contre cool. Puis après, il y a une super longue descente jusqu'à la tuile. Mais bon, voilà, tu vois, ça suit son cours, il pleut de plus en plus. Je retrouve l'assistance au 17e à la tuile. Mais voilà, tout roule, toi, on a notre protocole, et puis voilà, on suit les étapes, quoi. Là, je sais plus ce que je devais manger, je reprends mes barres, mes flasques, et puis je repars là pour le col d'après. Et ouais, il pleuvait de plus en plus, mais vu que c'est au début et que t'es frais, que tu peux quand même toi bien monter dans les tours, en fait, ça t'incite à monter un petit peu plus fort, mais à maintenir une bonne allure. Mais au final, même en étant trempé, ça dérange pas plus que ça, tu vois. Parce que bon, après au col, tu sais, je pense qu'il devait faire 2-3 degrés, puis il y avait un peu de vent, il pleuvait. Bon, ça c'est un peu dur, mais vu que t'as la Gore-Tex et tout, toi j'avais mes petits gants. Bon, au moins tu traînes pas, tu traînes pas sans étang au col, quoi. T'avances, hein. Et donc c'est pas plus mal. Mais voilà, tout va bien, quoi. Toi le premier jour, franchement tout va bien. T'es là où tu pensais être, et t'es sur tes chronos, t'es bien. Franchement, je suis bien. Toi, j'avais de l'avance. Je devais avoir quand on rentre dans la nuit, je devais avoir 20 minutes d'avance ou un truc comme T'es ça. huitième, hein, c'est ça, à ce moment-là, à peu près au kilomètre Oh, 50. honnêtement, j'en sais rien. Je pas regardé. Mais ouais, en tout cas, je remonte tranquillement. Mais si, ça doit être cohérent, ouais, 10e ou 8e, un truc comme ça. Et puis après, je dois remonter. Je remonte. Après, tu sais, on enchaîne les cols. Donc là, c'est des 3 cols super durs en fait entre Val-Grisanche, la première base vie, vers le 50e, et Cogne, 110e. Et c'est là où je dors où je fais ma première nuit. Enfin, je dors 1 heure, quoi. Donc ça se fait court, mais je dors quand même. Et en fait, là, t'as les 3 gros cols. T'as l'Entrelore, t'as le, co- t'as le col, t'as un troisième, enfin un deuxième, je Il sais y a plus le comment col il du s'appelle. Lauson, ouais. Et t'as le col du Lauson, et surtout le col du Lauson, et c'est le dernier avant de redescendre à Cogne. Et le col du Lauson, il fait peur à tout le monde, hein, parce que déjà, il a 3003, donc déjà, tu sens bien l'effet de l'altitude. Bon, en l'occurrence, moi, vu que j'avais été hyper bien exposé à l'hypoxie, j'étais hyper acclimaté, se passer tout seul. Et t'es déjà au Mais kilomètre à peu près 100, non, à ce moment-là? t'es au 100, T'es ouais. Ouais, déjà, c'est ça, t'es au ça 100. tabasse un peu, quand même. Et c'est ça, ouais. Et non, puis surtout, tu sais, c'est que des super longues montées, super longues descentes, et tu prends 1005 à chaque fois. Ça n'arrête pas. Et du coup, tu sais, c'est pas des petites montées, 300-400, tu redescends, machin, non, c'est 1005, 1005, 1005, 1005. Et ça, c'est vrai que c'est dur parce que, surtout les descentes, à la fin des descentes, ça, puis après le début des montées, bam, t'as les jambes en vrac de la première descente, il faut remonter, donc ouais, c'est un gros sujet pour le coup sur le tort de très bien gérer les descentes. Mais là, moi, tu vois, je recommence à reprendre pas mal de monde dans la nuit. Bah, c'est là où, en fait, je repasse juste derrière Benat et François, quand j'arrive au Lauson, je voyais 2 frontales juste au-dessus. Je savais pas qui c'était, en fait. Je savais pas du tout combien j'étais, ni rien. Et puis je les voyais à peine parce qu'il neigeait à plein temps. Et puis la neige tombe à l'horizontale, tu vois. Donc autant dire qu'il faisait Un frais. bonheur. Un bonheur. Et puis surtout qu'il y avait de la neige, donc ça glissait, parce que c'est quand même raide, hein, à la fin là-bas. Donc là, ouais, attends, j'étais pressé de, je peux te dire, j'étais vraiment pressé de basculer, de redescendre de l'autre côté. Puis je savais que j'allais dormir 1 heure, tu vois. Donc j'étais content. Je suis là, ça, j'étais pas fatigué, mais ouais, t'as quand même pas envie de traîner. Surtout que j'avais pas pris les gros gants. C'était une erreur de ma part. J'avais pris les gros gants, j'avais que la Gore-Tex avec un t-shirt dessous. Donc je peux te dire que j'avançais là dans le col. Hein. J'étais pas là pour traîner. Puis bref, en fait, c'est là où quand je redescends derrière, t'as un refuge, c'est le Vittorio Sella. Et donc là, tu peux rentrer dedans, tu vois. Donc c'est cool. Là, ça devait être 2 heures du matin. Et donc ça va être 100, ouais, ça va être 103e kilomètre, un truc comme ça. Et en fait, là, je retrouve Matt. En fait, il va arriver la nuit d'après. Et là, il me fait la surprise, il arrive là. Donc là, j'étais refait parce que, bah, ça va être, tu vois, C'est Noël. ouais, c'est Noël et il m'accueille avec une crêpe au Nutella. Voilà. Ah, il Crêpe au connaît Nutella. bien son ami. Ah, exactement. Mm. Et donc là, j'étais refait et il me dit, c'est bien, t'avances bien, t'es troisième, il y a Benat et François devant. Et du coup, je fais ah ouais. Et bah, c'est cool, quoi. Mais ça me semblait bizarre parce que bon, j'avais une demi-heure d'avance sur mes temps mais j'avais prévu si je suivais mes temps, je devais les reprendre plutôt vers le 280e. Tu vois. Donc ça m'étonnait. Et bon, après moi, j'allais dormir. Eux, je me doutais qu'ils allaient pas dormir. Donc, bon, je me suis dit au moins c'est cool comme ça quand je vais dormir à Cogne, ça va pas plus s'inquiéter que ça. Je me ferai pas chasser tout de suite parce qu'en dormant à Cogne, à un moment, quand je vais repartir, je serai peut-être 4, 5, 6e.
Je crois que quand je repars de Cogne, je dois être sixième, justement. Donc, bref, je redescends de ce refuge, je vais dormir à Cogne. C'est assez roulant pour le coup, la fin. Et je vais dormir à Cogne, je me rafistole un peu les pieds, parce que je m'étais strappé sous les pieds, mais là, ça commençait un peu à partir à cause de l'humidité, parce que, c'est vrai qu'on avait les pieds trempés pendant 100 bornes, 110 bornes, quoi. Hein. Et ça, c'est vraiment un truc hyper important sur 200 miles, c'est de faire hyper attention à ses pieds. Toi, dès que tu commences à peine mal, à peine à l'échauffement, on prend 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, on s'en fout. C'est obligatoire. On remet Tu ça donnes pas de d'après. chance que ça te génère, ouais. Non. Tu peux le faire au 250e, parce que même si c'est les pieds en vrac, tu peux tenir 80 kilos comme ça, mais tu tiens pas 300. Enfin, c'est un enfer si tu restes encore 200 bornes avec les pieds défoncés. Donc, je passe à Domazo, tu vois. Et du coup, voilà, je dors et je repars. T'avais pas très envie, mais tu te forces quand même. Ah si, non, franchement. T'étais partant. Non, Ouais. si, non, ouais, j'avais pas très envie. Non, franchement, j'avais pas très envie. Mais ça, c'est un truc que j'arrive bien à faire, mais parce que tu vois, je suis pas du tout, ça, je suis sans pression. C'est que, puis ça me dérange pas du tout de pas être premier, en fait. Même je préfère. C'est que, toi, quand je me couche, je m'endors presque tout de suite parce que je suis pas inquiet. Je sais qu'il y en a plein, et tous les élites, tous les premiers, ils dorment pas parce ils vont pas réussir à dormir parce que ça les inquiète de perdre des places. Alors que non, t'investis du temps dans le sommeil et tu vas le récupérer à assez court terme d'ailleurs, parce que moi au final, quand je repars, je me suis arrêté 1h40 en toi, entre le moment où je me rafistole les pieds, que je mange un peu et que je dors 1 heure. Tu sais, t'es en autonomie dans les bases vie, donc c'est à toi de prendre ton sac de couchage, le mettre, je branchais ma montre, machin. Puis t'es quand même, bon là j'étais au 110e, mais t'es quand même moins, d'un point de vue cognitif, t'es quand même moins efficace qu'au départ de la course. Hein. Donc c'est pas l'assistance qui peut le faire, donc tu perds vite du temps. Donc bref, en tout cas, en tout, je prends 1h40 et puis après je repars. Et là, je dois être partir sixième, un truc comme ça. Et après, je reprends direct Damian Hall, c'est un coureur du UK qui Qui est. s'est sur la Barclay en tout cas, Ah oui, ça, il était sur la Barclay, Damian, ouais, c'est vrai. Il était ouais. sur la Barclay, ouais. Puis c'est un habitué du Tour, il fait la spin race, il fait des dingueries comme ça. Et puis au final, il finira devant moi parce qu'il doit faire cinquième, je crois, un truc comme ça. Et mais voilà, en tout cas, je repars, je récupère Damian au bout de quelques kilomètres, puis voilà, je fais un petit bout de chemin. Après, il se fait jour. Là, il pleut plus, il fait beau. Donc tout se déroulait bien. En fait, ouais, idéal. ouais, tout bien. Enfin, toi, je suivais mon plan. En fait, toi, ce que je disais, j'étais ni content ni pas content. Enfin, ça déroulait. Voilà, je faisais mon process quoi. Et là, en fait, si tu veux, quand depuis Cogne, tu montes un col pendant 25 bornes et tu descends pendant 25 bornes à Donas, tu vois. Et pour faire simple, avec quelques coups de cul, mais c'est globalement ça. Et c'était super beau parce que j'ai fait le lever du jour au col. Alors je me rappelle plus du nom, mais c'est vraiment super beau. C'est franchement les levées, ça c'est ce que j'adore aussi moi en ultra, c'est surtout sur les très longs comme ça, c'est que t'as plusieurs levées de soleil. Toi t'as le coucher de soleil. Bon, le dimanche soir vu ce qui tombait, j'ai pas vu grand chose, mais quand il fait beau, en tout cas t'as un super beau coucher de soleil, un super beau lever de soleil, et t'es tout seul dans la montagne. Enfin c'est incroyable. Enfin moi j'adore. Et Le lever de soleil, c'est vraiment le moment où tu es le plus boosté. Enfin, c'est le truc qui te relance. C'est sûr. Tu mets la nuit derrière toi, tu clôt le chapitre. Exactement, t'as tout dit, parce que quand t'es fin de nuit, mais ça c'est globalement tout le monde un peu pareil. Fin de nuit, c'est là où c'est le plus dur, parce que bon là je venais de dormir, moi, on va se passer tout seul, mais là tu vois la deuxième nuit déjà, on en parlera, mais toi j'ai dormi qu'une demi-heure et ça fait court et t'as quand même là tu commences à manquer de sommeil. La fin de nuit, tu dis c'est que ça commence à durer, et dès qu'il fait beau, tu renais. Beaucoup, t'es vite euphorique, t'es bien. Là, en plus, là, j'attaquais une descente. Enfin, je retrouvais mon assistance, tout était cool, il faisait plus chaud. Enfin, tu vois. J'ai retrouvé Matt qui m'a refait des crêpes au nut. Enfin, c'était trop cool. Et bref, je redescends jusqu'à Donas. Là, il fait super chaud. C'est le point le plus bas de la course, au 50e. Ça doit être 11 Elle est un heures. peu pénible, la descente, de ce que j'ai compris. J'ai pas trouvé si pénible que ça. Elle est hyper roulante. Mais elle est longue, c'est à 40 bornes? Non, elle doit avoir que 25, ou 30. Enfin, ça reste long, hein, pour une descente, c'est évident. Mais ça allait, tu vois. Parce qu'encore une fois, tu vois, j'y allais tranquille. Hein. Je courais pas 4 minutes au kill, là. Toi, tu y allais vraiment tranquille et t'as 2 ravitaux, en fait, sur la descente. Donc, toi, tu fais des petites pauses. Je fais 2 pauses de 2, 3, 5 minutes, un truc comme ça. Et avec une crêpe, tu vois. Donc, que demande le peuple. Et toi, t'as bien reposté pour la suite. Il faisait beau. Ça va, quoi. Que j'étais dans mes temps. Bon, voilà, hein, toi, tout roule. Et toi, j'étais à la même allure quand je fais mes périples en montagne, toi, vraiment en mode rando, tranquille. Donc tout allait bien. Je vivais ma best life. Puis après, on arrive à Donas. Là, tu fais 5 kilomètres de route. Ah, c'est la partie la moins agréable parce que t'es pas en montagne, t'as 300 mètres d'altitude, il faisait chaud. J'étais très pressé de retourner, de remonter en altitude. Et donc voilà, Donas, rien à signaler. Hein. C'est la troisième base vie, pardon, Donas, 150e.
Et en fait, à partir de Donnas, t'as pas encore fait la moitié de la course, mais tu reviens sur tes pas. Donc là, tu reviens, tu vois, Courmayeur. Et donc après, à partir de Donnas, par contre, entre Donnas et Gressoney, t'as 54 km, 6000 mètres de dénivelé. Donc tu vois, Bien technique. Ouais, et en plus c'est technique, quoi. Donc c'est un chantier, cette étape-là. Là, j'avais prévu, mais là, j'avais quand même si j'avais pas fait de recours, je connaissais, enfin j'avais bien regardé. J'avais des vidéos sur YouTube et tout, et je savais que ça allait être dur. Donc pareil, tu sais, je m'étais dit, ouais, ça va être un chantier, ça va être hyper dur, machin. Et au final, ouais, ça va, quoi. C'est dans mes temps de passage, j'avais prévu d'aller plus doucement. Au final, ça s'est bien passé, tout nickel. Et c'est d'ailleurs là où je reprends. En fait, c'est là où je passe premier, quoi. Parce que au bout de 30 kilomètres, donc ça faisait longtemps que je voyais que je me rapprochais de François et de Martin. Mais Ça, t'as des indices, enfin, t'as des gens qui te donnent les écarts, ouais. etc. Ou c'est visuellement, là, t'as pu le constater à la toute fin, mais est-ce qu'avant, t'avais une notion quand même? Non, avant, franchement, tu sais, Tu t'y intéressais pas vraiment? Je veux pas m'y Tu faisais intéresser. ton temps à toi. Tu as encore une fois, un truc hyper important, je pense, pour performer, c'est il faut regarder ses temps et pas se soucier des autres. Donc, en tout cas, pour sortir la meilleure perf possible avec les armes du jour. Et sans parler de place, rien. Et moi, ce que je veux, c'est faire un bon temps. Tu vois, la place, je m'en fous. C'est une conséquence de si t'as fait un bon temps. Et là, quand je voyais que je tenais mes temps pour faire le record, moi, je visais que ça, tu vois. Franchement, je m'en foutais de finir 10e ou premier. Si j'arrivais à faire le record, j'étais trop content, tu vois. Et puis de toute façon, si je faisais le record, j'allais pas finir probablement pas 10e. Et donc voilà. Donc en fait, je voulais pas trop avoir. Moi, j'essaie toujours de pas avoir trop d'infos sur les écarts, parce que sinon, ça te fait prendre de mauvaises décisions. Donc et là, tu les vois, tu dis c'est presque trop tôt, non, c'est ça? bah c'est ça, ouais. Et en fait, c'est au refuge où ils me disent, à chaque point de passage, que t'as vraiment plein de points de passage sur cette étape, où ils me disent, ah, t'es à tant de minutes de François, machin. Et parce que j'étais juste derrière François. Et tu vois, genre quand je pars d'Onnage, je dois avoir 45 minutes, et puis au bout de 30 km, je pense, je dois mettre 5 ou 6 heures pour les faire. Et bah là, je me retrouve, je le vois, quoi. Je le croise au refuge. Donc, alors que j'avais vraiment l'impression de me traîner, hein, parce que c'est vrai que c'est technique. Et du coup, bah là, je cours, je dois être 2-3 heures juste derrière lui, à 100 mètres, 200 mètres. Et c'est vrai que je n'osais pas trop doubler parce que je savais que devant il y avait Martin. J'avais déjà doublé Benat qui m'avait raconté ses histoires de digestion là, parce qu'il avait une gastro aussi le pauvre. Et en fait, je voulais pas passer François parce que je savais qu'on allait passer Martin et puis après je savais que j'allais me faire chasser. Et là on était au kilomètre 180, juste avant d'arriver à Niel, à la moitié de la course, et c'était la moitié de la course. Donc toi me faire chasser pendant, même si je m'en fous, ça me fait quand même moins rêver que de chasser. Donc là c'est pour ça que j'ai mis un moment, et puis François était un peu fatigué, moi j'étais bien, donc si tu vois, pour suivre mes temps il fallait que je double, donc bon, au bout d'un moment j'ai doublé, puis j'ai dit voilà, Diane que pourra. Un petit mot en passant, un petit regard, Ouais, quelque bien chose? sûr, ouais, on a discuté 5 minutes avec François. Je lui ai demandé si sa cheville elle allait, parce que tu sais il avait sa cheville et c'est pour ça, tu sais, qu'il avait sa double fracture là, et lui c'est vrai que ça le pénalisait, c'est pour ça aussi qu'il a eu plein de contre-performances sur les 2 dernières saisons, et dont sur la Hard Rock, et là il avait mal au loson justement à cause du froid. Donc toi je lui ai demandé, mais ouais, ça allait mieux, donc cool. Donc je me suis dit, bah c'est bien, bon, il y aura François jusqu'au bout, ça va être si moi j'arrive à terminer temps, ça va être un beau combat, ça va être sympa. Mais voilà, tu vois, après je joue François, voilà, puis après je fais mon plan de course, quoi. Enfin franchement, j'étais vraiment focus que sur mon plan de course en fait, hein. J'essayais vraiment de me mettre des œillères et pas penser au reste. Donc après, quand je joue François, là je rentre dans la deuxième nuit, et après, de toute façon, pour faire très simple, là je me retrouve à 100 km devant, avec grosso modo 1 heure d'avance sur François. Enfin, toi, je monte petit à petit 1 heure d'avance, et là tout roule, quoi. Je suis en plan de course, franchement, il y a pas de problème. Bon, c'est sûr que là on est mardi, ça commence à tirer un peu, hein. Là, la deuxième nuit, j'ai dormi qu'une demi-heure. Après, j'ai redormi une demi-heure dans la matinée du mardi à la base vie à Valtournanche. Bon, là tu commences, toi t'es dans l'ultra là, et t'as plus trop de doutes, et non mais tu vois, là t'en es sûr. Je posais vraiment la question. Non mais tu vois, t'es tellement Kilomètre entraîné, 240, tellement en forme et tout, que ça reste tranquille, même avec une nuit blanche, tu vois, et ça passe super bien. Surtout que moi, tu sais, je pars tellement cool que jusqu'au kilomètre 200, c'est peinard. Après, quand tu commences fin de deuxième nuit, ça commence vraiment à être dur là. C'est là où on parlait de toi de fin de nuit, assez dur. Et après, en fait, tout se passe super bien. Là, je commence à demander un peu les écarts avec François quand même, tu vois, parce que moi, l'objectif, je commence à jouer plutôt la place à partir du kilomètre 280, enfin la dernière base vie en fait, comme je l'avais fait pour la Suspic l'année dernière. Et là, j'avais prévu de faire pareil, j'ai prévu d'attaquer en fait à partir de l'homme. Bon, on va voir ensemble que le seul truc que j'ai attaqué, c'est ma nuit, mais bon. Là, je commence à demander des écarts et j'arrive au kilomètre. Donc, j'arrive à Oyas au kilomètre 270. Donc là, j'arrive,
Tout le monde commence à s'affoler un peu, tu vois. Alors je me rendais pas compte de si on parlait de moi ou pas, tu vois. Moi j'étais dans ma course. Mais là, là, il y avait 50 000 journalistes. Tout le monde voulait me parler. Tu sais, moi, je suis pas habitué du tout à ça. François devait être beaucoup plus, mais du coup, là, j'avais 13 ans, et puis il faisait chaud. En plus, j'étais pressé d'y retourner, quoi. Puis là, j'étais hyper motivé, tu vois. Là, je sentais que mon record, là, ça jouait, tu vois. Là, je commençais vraiment à me dire, oh là là, t'as travaillé tellement dur, et là, tu vas pouvoir taper le record, mais c'est incroyable. Et j'arrivais encore, j'en rappelle très bien, hein, je t'ai dit, j'arrivais à calculer toutes les allures et tout en kilomètres effort qu'il allait falloir que je tienne en montée et en descente jusqu'à la fin de la course, et j'ai recalculé 10 fois et j'ai dit non mais c'est bon, ça passe là, c'est sûr, si tu dors qu'une demi-heure à Olomont, t'es d'aplomb, ça va jouer, hein. Et, euh, et on va voir qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de la tuer. Tout est bien, nickel. Je monte, donc il y a une côte un peu raide, en fait. Mais encore une fois, je sais pas, tu dois 1005 de dénivelé pour passer un col et redescendre à Olomont. T'as à peu près, tu dois 12 kilomètres. Et en fait, ce qui s'est passé, incompréhensible, première fois de ma vie que ça m'arrive. C'est pas une défaillance à cause d'un trouble digestif, où je suis épuisé, où je suis fatigué, ou je sais pas quoi. Là, j'étais vraiment, tout allait bien, tout nickel. Je montais à 1000 mètres heure. Tout était nickel. Je m'étais arrivé de mon record. Et en 5 minutes, Coup de fusil. J'arrivais même plus à mettre un pied devant l'autre. J'avais des nausées horribles, mais que ça ressemblait vraiment à une gastro, comme on pourrait l'avoir ici en Valais. Et tu sais, où t'as du mal à aller de ton lit aux toilettes pour dégueuler, tu vois. Mais là, après 280 km de nuit blanche, bah, tu vois, forcément, puis les défenses immunitaires qui frôlent zéro, bah, forcément, je l'ai pris d'une manière Dans le buffet. violente. Ah oui, dans le buffet à bout portant, là. T'as une explication tout de suite? T'as une hypothèse Bah non, rapidement? justement, c'est que tu vois, après, sur le coup, je me dis toujours, t'as toujours plein de problèmes en ultra. Et du coup, tu te dis, il faut toujours t'adapter. Et là, je me dis, bon, bah, je sais pas, tu manges un truc qui t'a brassé. Je vois tout de suite qu'il y a un problème. Je vois tout de suite que c'est la première fois que ça m'arrive et que c'est pas normal. Qu'il y a vraiment un gros problème. Mais je me suis dit, bon, bah, j'ai vite compris que j'allais vomir. Et je me suis dit, bon, Pierre, tu vas vomir. Puis j'ai envoyé des SMS. Première fois que je sors mon portable, que je regarde mes messages et que j'envoie un SMS à ma mère, tu vois, et à ma copine. Et du coup, donc pour te dire, toi, je sentais que c'était bancal, là, qu'il y avait un problème. Et je leur pose la question, je leur explique et tout, que toi, je savais que j'étais peut-être pas lucide ou je sais pas. Du coup, je leur pose la question, qu'est-ce que je fais? Elles m'ont dit, bah vomis et tout, et puis comme ça, au moins, après, tu repars. Toi, c'est un truc qui t'a brassé, tu le vomis, puis on passe à autre chose, et puis tu repars, quoi. Et surtout que j'avais plein de barres et tout, je pouvais me réalimenter, j'avais des gels, j'avais des trucs, puis j'avais ce qu'il fallait pour repartir une fois que j'ai vomi. Bref, et là, bon, en fait, j'ai pas besoin de me forcer, hein, je me mets à tout vomir, tout ce que j'avais bu depuis Oyas, et puis il faisait assez chaud quand même, donc là pour le coup je commençais à me déshydrater assez vite, et en fait je me disais bon, de toute façon je peux plus mettre un pied dans l'autre, enfin vraiment j'étais comme si que j'avais plus rien dans le sac, mais en 5 minutes, et au bout de 10 minutes je vomis, j'étais mort quoi, enfin, et pour te donner un ordre d'idée, en vomissant, je me suis mis sur mes bâtons, je suis même tombé en vomissant, j'en avais de partout, enfin bref, un chantier. Et là je me suis dit bah là le record, ça pue, mais je savais que François il était fracassé, et qu'il était vraiment moins lucide que moi, et que ouais, physiquement il était en vrac quoi. Et du coup, puis j'avais quand même 1 heure d'avance, tu vois. Donc je me suis dit bon, dans le pire des cas, je peux me refaire. Pire, tu redors 1 heure et demie, tu fais un cycle à Olomont, tu prends bien le temps, tu te réalimentes, et puis même si tu repars 1 heure derrière lui, tu peux le reprendre 100 fois. D'autant plus que lui, il a pris la décision de pas dormir, donc je me suis dit bah c'est parfait. Donc il me reprend du temps, mais je savais que lui, ça allait être vraiment un chemin de croix à la fin. Et en fait, donc je vais jusqu'à Olomont. Donc là, en descente, j'arrivais même plus à courir, quoi, presque, hein, parce que j'avais vraiment plus de force, rien, quoi. J'ai vomi tout ce que j'avais, mais du coup, j'avais plus de glucides. Et puis surtout, je commençais vraiment à me déshydrater, quoi. Donc j'avais pas du tout mal aux jambes. Je commençais à peine avoir mal au quadri avant d'arriver au Yas, enfin, ça restait monstrueux par rapport à ce qu'on avait déjà fait dans la course, tu vois. Et j'étais beaucoup plus en forme qu'au même moment de la course sur la Swiss Peak l'année dernière. Donc j'étais vraiment, donc toi, je savais que physiquement ça allait, tu vois. Il fallait vraiment que j'arrive à régler ce problème d'intoxication alimentaire, mais si j'y arrivais, ça allait jouer. Mais le record, je savais que c'était mort. Ça, j'avais compris. Et du coup, je passais à l'objectif d'après. Et je me suis dit, bah, là, tu peux encore gagner. Mais prends le temps au Lomont. Toi, un peu comme je l'ai fait à Cognes où je m'étais bien réparé les pieds, je lui dis, prends le temps. Ça va être rentable. Mais j'avais pas encore compris dans quel bourbier j'étais. J'avais pas compris que ça allait durer 24 les heures. dommages. Ouais. Non, bah, tu sais, il faut être optimiste et puis voilà, essayer de gérer les problèmes. Mais ouais, j'avais clairement sous-estimé, et en fait, bah, j'arrive au Lomont. Tu vas voir les médecins directement? Je vais voir, non, alors là, non, tu vois, là, je vais pas les voir direct. En vrai, je vais dormir, 1 demi-heure.
c'est ce qu'on est prévu. Je dors une demi-heure et je mange après. J'ai prévu de manger avant, mais du coup, j'ai dit, bah, attends, je vais manger après, parce que dans l'état que je suis là, ils m'ont amené une bassine, quand même, parce que je me suis dit, c'est quand même probable que j'en pose une pendant mon sommeil. Et en fait, là-bas, je dors une demi-heure, je me relève, et Tu vas pas les voir parce que tu as peur qu'ils t'arrêtent potentiellement? non, Ou tu veux te donner une non, chance même de pas. Non, t'endormir pour être mieux ou non? tu sais que j'avais même pas pensé à ça, Mm. pour tout te dire. C'est plutôt que non, je me suis dit, bon, c'est souvent, tu sais, que t'es fatigué. Franchement, j'avais pas compris encore que c'était une grosse intoxication alimentaire, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, c'est juste un problème que t'as pas encore eu en ultra. Tu t'es mis à vomir, il y a aucune raison, mais c'est pas grave, on va gérer le problème, tu vas te poser. T'as perdu du temps. François va probablement repartir devant toi, mais voilà, tu vas dormir, tu vas bien remanger, ça va le faire, quoi, cool. Tu vois, vraiment aucune panique, toi, tu prends les problèmes les uns après les autres, et j'avais pas conscience, en fait, ouais, de la PLS que j'étais en train de prendre. Et en fait, bah, je me relève. Moi, j'ai vite compris là. Par contre, là, j'ai incapable de manger. J'étais à peine debout. Donc là, tu vois, j'ai vraiment direct compris que c'était pas normal, quoi. Et là, je vais voir le médecin. Je lui explique. Bah, il me dit, bah là, c'est intoxication alimentaire, c'est sûr. Et donc pas de bol, en fait. Hein, tu vois, c'est pas, tu vois, et c'est pour ça que là, j'étais sur le coup. Niveau émotionnel, j'étais en colère, tu vois, parce que j'avais vraiment un sentiment d'injustice, tu vois. Genre, je suis passé de je vais faire la performance de ma vie, je vais faire la performance pour laquelle j'ai bossé des dizaines d'heures par semaine depuis plusieurs années. Et toi, tu viens un rêve, et là, ça se bat, tu vois, le rêve se barre devant toi. Alors, tu es pour rien, parce que c'est, toi, je trouve toujours pas que ce soit à cause d'une erreur de gestion. C'est toujours ma responsabilité. J'aurais dû faire plus gaffe à ma bouffe, j'aurais dû manger différemment, peut-être, parce que c'est vrai que j'ai mangé quelque chose qui allait pas. Si j'ai eu une intoxication, elle n'est pas venue nulle part, mais toi, ça reste quelque chose qui est quand même assez externe, quoi. Donc j'étais vraiment en colère à cause de ça, mais voilà, je demande au médecin, et quand il me dit bah intoxication alimentaire, il m'a dit là le seul truc il m'a tout expliqué que ça allait être rustique la fin de course, et il m'a dit bah le seul truc que je peux faire pour cacher la misère, bien pour cacher la misère, pas pour régler le problème, c'est une piqûre d'antivomitif. Alors déjà quand il m'a dit piqûre, j'ai dit Oula, vous êtes sûr? Ouais, parce que moi là j'ai une phobie dans ma vie, c'est les aiguilles, j'ai horreur de ça. Et les questions qui piquent de course épique, ça va, mais les aiguilles, ouais, moins bien. Ouais. Tu vois, là, je suis assis, ça va. Tu vois, mais sinon, là, on serait debout, j'aurais été tout pâle, je pense. Et bah, là, du coup, toi, là, j'étais en mode de limite, tu vois. Là, pour le coup, j'étais vraiment déter. Toi, là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment prêt à tout pour continuer d'avancer et finir la mission, tu vois. Là, et du coup, je dis, vas-y, bah, envoie. Je lui tends mon bras, et il me dit, quand il amène la piqûre, il me dit non, ça va être dans la fesse. Je dis bon, allez, vas-y. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, mon grand. Et puis il me dit bah il va falloir que tu dormes une demi-heure le temps que ça fasse effet, puis après tu repars et tout, mais no stress. Là t'es super bien en vrai. Il me dit si ça fait effet, que t'arrives après à t'alimenter, ça va jouer, quoi. Et du coup, mais j'étais pas trop inquiet. Mais je commençais vraiment à sentir que c'était quand même que ça dérivait, quoi, que c'était pas qu'un petit problème. Et puis il me dit aussi, sache que c'est l'effet secondaire de l'antivomitif, c'est que c'est un somnifère. Donc là, on rentre dans la troisième nuit, et en fait, bah, du coup, je redors une demi-heure, je me relève, je mange donc là, je prends une boisson protéinée avec pas mal de glucides, je bois, ce qui fait au moins que je m'hydrate, en fait, tu vois, c'était vraiment le truc le plus important. Et puisque là, je commençais vraiment à être déshydraté, puisque là, ça devait être 21h presque, et j'étais pas hydraté depuis 17h. Donc là, t'as tous les process inflammatoires qui se lancent. Je t'explique pas l'état de mes jambes, là. Là, j'étais bien moins frais elles étaient bien moins fluides que 20 bornes avant. Donc, mais bon, j'avais mal. C'est la douleur, c'est l'information. Ça t'empêche pas d'avancer. Je me suis dit, le seul truc qui t'empêche d'avancer, pour le coup, c'était déshydraté ou si t'as rien dans le ventre. Donc là, je mangeais tout. Je vais voir le médecin parce qu'il fallait que je retourne le voir, du coup, pour qu'il me dise si je repars ou pas. Il me dit bah écoute, tu peux essayer d'y aller. T'as réussi à t'alimenter, feu, hein. Et donc là, je me rhabille, là, je passe en mode warrior, si tu veux. Je mets la frontale, parce que c'était la nuit, du coup, et je mets les écouteurs, je mets du Dr Peacock, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est musique, en principe, ça te réveille pas mal, quand même. Et c'est différent du Dr Picole? Ça, c'est autre chose? Ouais. Alors voilà, si c'est Dr Picole, je pense que là, je faisais un coma éthylique, là. Et en gros, là, je vais voir mon assistance, et tu vois, c'est le genre de moment, tu vois, d'émotion. Puis j'avais un pote qui était venu me voir aussi, il y avait Matt, il y avait tout le monde était derrière moi, tous les bénévoles étaient derrière moi, et tu veux, t'as zéro place à l'abandon, en fait, je te donne pas la question. Et bien que là, mon corps chantait que tu fais quand même, j'avais pas confiance quand même pour la suite. Mais il y a pas d'abandon, tu continues d'avancer, il y avait rien qui m'empêchait d'avancer, je continue d'avancer, il y a de que pourra. Il faisait nuit, il faisait pas hyper froid, il pleuvait pas, il y a pas de risque d'hypothermie, il y a pas de risque pour ma vie, tu vois. En tout cas, je considère qu'il y a pas de risque pour ma vie. Et en fait, en montant, bah, j'ai des hallucinations. Quand j'arrive au refuge,
Franchement, j'étais un légume, hein. J'avais de la fièvre, je tremblais de partout. Franchement, à la moitié de la montée, j'ai failli me mettre sur le côté et déclencher la balise SOS. Hein, parce qu'on avait une balise GPS sur nous pour qu'on vienne me chercher parce que j'étais incapable de mettre un pied devant l'autre, quoi. Et en fait, quand j'arrive, il y avait Matt qui était au refuge encore, qui s'est vraiment bien occupé de moi. Et en fait, quand il a voilà, je vomis tout pour faire simple. Il me dit est-ce que tu veux te poser machin et en fait là je fais presque un malaise. Grosso modo, j'ai tout vomi, je tremble, j'ai de la fièvre, il va me coucher. Et en fait, quand je me suis réveillé, donc au refuge Champignon, super sympa ce petit refuge d'ailleurs, une super belle vue, je leur recommande, ils sont super sympas là-bas. Et Kilomètre 290 à peu près pour ouais, ça va être un guider nos truc. auditeurs. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, quand je me réveille, enfin, il m'a réveillé quand je me réveille. Non, quand il m'a réveillé à 6 heures du matin, donc 7 heures plus tard, il me dit ce que tu veux y retourner. Là, j'étais dans un lit. Tu sais, comme en lendemain de soirée, tu sais, quand t'as fait un blackout, je ne savais même pas où j'étais. Et du coup, là, il me dit, voilà, il m'explique et je lui dis, écoute, ouais, je vais essayer de me lever déjà. Je vais essayer. Il faut absolument que j'arrive au moins à m'hydrater. Mais puis là, il y a plus d'histoire de gagner. Là, c'est mort de toute façon. François, il arrive dans 1 heure. Et puis voilà, l'objectif, c'est juste de finir, que je finisse 50e ou pas. Même si je restais 2 jours au refuge, que toi, du coup, vu qu'on était sur la fin, j'avais de l'avance sur les barrières horaires. L'objectif, c'était au moins de finir. Tu vois. Je voulais vraiment finir. Là, pour le coup, je le faisais pour l'assistance, parce que moi, mes objectifs, ils étaient partis en fumée, tu vois. Mais là, c'était vraiment pour l'assistance et que je finis et pour honorer leur travail qui eux étaient vraiment incroyables. Et en fait, là, je repars, gros, et pour faire très simple, j'ai réussi à m'hydrater, mais j'ai randonné jusqu'à la fin, globalement à jeun, et j'ai mangé en tout un croissant, une orange, un gel, jusqu'à la fin de la course. Et quand je suis arrivé à la fin, j'étais content de m'asseoir, quoi. Et puis voilà, et en gros, j'ai fini au mental, voilà, sans prétention de classement ni rien. Parce que de toute façon je pouvais plus jouer là en fait là je me battais contre moi-même pour mettre un pied devant l'autre. C'était une torture là les derniers Non, kilomètres c'était ou... pas une torture si tu veux. Parce qu'en fait j'ai tellement dormi au final. Tu vois, pour le coup j'étais vraiment ultra lucide là. Hein. J'étais bien, hein. J'arrivais à réfléchir et tout. Je me posais 50 000 questions existentielles. Qu'est-ce qui a merdé? Toi, je pensais déjà à la suite. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour pas reproduire pour la prochaine, quoi. Et comment tu pourrais faire pour que ça s'arrange, machin. Et puis si, en vrai, si en descente, j'avais quand même hyper mal aux jambes parce que du coup j'étais tellement déshydraté que bah là les jambes elles s'étaient ultra inflammées. Puis tu sais, c'est comme si tu fais une vraie nuit après un trail de 280 kg, imagine-toi recourir 50 bornes derrière. Ça va forcément mal se passer. Bon, moi, là, c'était globalement ce qui s'est passé. Mais donc, ça a été dur, mais ça allait. Et puis encore une fois, la douleur, c'est une information, tu vois, ça se gère. J'ai pas de tendinite ni rien. J'avais mal aux jambes, mais c'est normal. Mais voilà. Puis j'arrive à la fin, et là, c'est la première fois de ma vie que je verse ma larme sur la ligne d'arrivée. Et parce que, ouais, j'ai quand même été vraiment chercher loin pour finir. C'était vraiment dur, d'un point de vue mental, quoi. Mais hyper content. Et puis là, encore une fois, on a passé un moment d'émotion incroyable avec toute ma famille et c'était vraiment incroyable. Et puis du coup tu vois, le lendemain matin, parce que je suis arrivé mercredi soir, j'étais me doucher, on a été se faire un resto, parce que là j'étais moins embrassé quand même le soir. Toi, ça allait un peu mieux, j'ai pu manger un peu. Et le lendemain matin, je me suis réveillé dans la nuit à 3h30 parce que tu sais, j'étais tout décalé au niveau sommeil. Et là, direct, j'avais déjà envie d'y retourner, tu vois. Je me suis dit, non, parce que toi, non, mais tu vois, j'avais quand même récupéré pendant que j'avais dormi une nuit entière au milieu de la course. Puis que la fin, je l'ai fait en randonnant. Je me suis pas massacré, tu vois. D'habitude, c'est vraiment sur les 50 derniers où j'attaque fort en descente. C'est là où d'un point de vue musculaire, articulaire, tu te fais mal. Là, j'étais direct. Enfin, toi, du coup, j'ai récupéré hyper vite. Et puis, j'ai réussi à ça. C'est vraiment un truc, je suis super content. C'est que j'ai réussi à direct passer à l'étape d'après. Et j'ai pas vu cet échec-là comme la défaite de ma vie, c'est horrible, tout va s'effondrer. Non, c'est pas grave. Je me suis planté. On va régler ça, on va y retourner. Je vais retourner m'entraîner. Je referai le tort un jour. Une bonne raison pour y retourner l'année prochaine. Exactement. Voilà. Donc tu finis donc 6e de la course en 79h24, c'est ça? C'est ça. Donc la perf, du coup, elle est anecdotique, mais au final, toi, je retiens pas la perf parce qu'il y a rien d'incroyable. Mais par contre, ce qui était cool, c'est que moi, j'ai réussi à finir et qu'on a vécu un moment incroyable en famille. Donc la course, elle a été gagnée chez les hommes par François Daen en 69h, 4 heures après Beignat et Martin Parier, le Suisse, en 75 heures. Et puis chez les femmes, c'est Katharina Hartmut qui est arrivée 10 minutes après toi. Exactement, nouveau record. Bravo à eux tous. Qu'est-ce que cette course-là, elle t'a appris sur toi? En fait, là, ce que ça m'a vraiment appris sur moi, 2 choses. Première, c'est que déjà, je peux, si je continue à m'entraîner comme ça, il n'y a pas de raison que je fasse pas partie des bons dans les prochaines années. Donc ça, je suis assez content. Toi, là, le fait d'être devant François, alors il était pas en grande forme, mais bon, quand même. Pendant 100 km, c'était incroyable. Donc ça m'a mis en confiance sur mon potentiel, quoi. Ça me continue un peu comme après la Swiss Peak.
Donc ça, c'est super. Et puis après, le deuxième point, c'est qu'en fait, le mental, ça fait pas tout. Tu vois, d'habitude, moi, quand je suis vraiment dans le mal, tu vois, je me dis toujours, je suis en mode no limite, j'avance et ça va toujours le faire. Mais là, non, en fait, à un moment donné, quand t'as le corps qui est mort, c'était mort. Tu vois, tu peux avancer. Donc en gros, le vrai apprentissage que j'ai eu là, c'est que alors le mental, ça fait pas tout, et même tu vois, pour mes aventures en montagne, tu vois, j'en ai conscience, tu vois, parce que des fois, quand je suis dans des situations border, je me dis, bah, ça va, au pire, t'es fatigué ou quoi, ou t'as mal quelque part. Non, bah, mentalement, t'auras toujours avancé. Bah non, si vraiment t'as un truc cassé ou que t'es épuisé, que t'es malade, bah tu n'avanceras pas. Donc tu peux crever en montagne. Donc ça c'est. Là, tu ça, c'est gérerais vraiment... différemment. À ISO situation, là, il se repasse la même chose l'année prochaine. Là, quand tu dis que tu as failli activer la balise, est-ce que toi, t'aurais pris la Ouais, je décision pense d'arrêter que plus tôt ou tu ouais, t'y serais retourné? je pense que ça aurait été plus malin d'arrêter à Champion, ouais. Ou Le Mont, j'aurais dû arrêter, ouais. Et l'année prochaine, il se repasse la même chose, tu t'arrêtes ou tu t'y Bah, bien retournes? sûr que non. C'est évident. Non, c'est sûr que non. Bah, franchement, je dis ça, je sais pas. Non, je pense pas. Parce qu'en fait, t'es tellement formaté sur la course. Puis sur la course, encore une fois, t'as pas de risque pour ta vie parce que j'active la balise, on va me chercher, tu vois. En montagne, je jouerais pas, par contre. En montagne, je prends pas de risque. En montagne, je vois que ça passe pas, tac, j'arrête, terminé. Donc, quand je suis tout seul, je pars, hein. Parce que je pars beaucoup tout seul. Mais non, bon, c'est vrai que je suis quand même plus joueur en course. Mais ouais, c'est vrai que rationnellement, j'aurais peut-être dû arrêter, ouais, je pense, clairement. En quelques mots, une image que tu retiens de ce Thor, un moment en particulier? Quand je suis descendu du refuge Champignon, là, 6h du matin, où je partais pour ma petite rando de 50 km, là, et bah, c'était lever de soleil, du coup, 6h30, 6h45, c'était peut-être. Et c'était magnifique. En fait, je crois que c'est alors je sais même pas exactement quel sommet c'est, mais je crois que c'est sur le Grand Combin. Franchement, ça, c'est un refuge à faire, refuge Champignon, c'est incroyable. Enfin, j'en ai des images, c'était magnifique. Franchement, magnifique. Merci beaucoup d'avoir partagé ton Thor avec nous. Louis, on va parler brièvement d'avenir. Tu nous as un peu expliqué tout à l'heure, tu nous as parlé de tes projets en pointillé. Là, je crois qu'il y a peut-être la Concagua qui pourrait se dessiner voilà, dans les prochains mois. Enfin voilà, c'est quoi tes envies sur fin 2024, 2025? Où est-ce qu'on risque de te recroiser? Alors, fin 2024, non, ça va être tranquille. Enfin, j'ai quelques projets en montagne, mais ça va être rien d'incroyable. Et après, 2025, bah, début 2025, j'aimerais bien me faire une expé. Alors, je sais pas si ce sera la Concagua ou, tu vois, ou des sommets périphériques, où tu enchaîner différents sommets. Mais ouais, j'aimerais bien me faire un truc entre le Chili et l'Argentine sur 2 semaines. Avec un petit concept autour de ça. Ouais, voilà, tu vois, ça, faut que je trouve, je regarde un peu les cartes et tout, là, tu vois, un peu comme je fais dans les Alpes, mais t'as moins d'infos là-bas. Et pour essayer de me faire un tour cool, toi qui a du sens. Et donc, mais ça sera, il faudrait que j'ai un peu de budget pour ça et du temps. Donc bon, c'est pas encore acté que je le fasse, mais si je le fais pas cette année, je le ferai l'année pro. Et puis après, sinon, bon, j'aurai sûrement des aventures en montagne, en ski, sur l'hiver. S'il y a un créneau, j'y reviens en hiver, parce que du coup, j'ai pas réussi à le faire l'année dernière, donc j'aimerais bien y retourner. Et puis, Gervais en hiver, c'est quelle période précisément? Est-ce qu'il y a vraiment des mois où il faut absolument pas y aller malgré tout? Ça peut être non, mais en fait, quoi. ça dépend des condis, tu vois. L'année dernière, il y avait une fenêtre parce qu'il y avait très peu de neige et le peu qu'il y avait, c'était vraiment en glace, tu vois. Donc, et puis risque d'avalanche 1, donc enfin le Béra, donc ça passait bien en solo. Et puis il y avait surtout un créneau de beau temps. Et puis en fait, au final, le créneau de beau temps s'est raccourci et puis bah je me suis fait prendre dans la tempête, donc j'ai arrêté à la moitié. Et parce que ouais, tu vois, les tempêtes de neige sur le Germain, enfin là, genre ils annonçaient genre 120 km/h de vent, moins 15, et puis je sais plus, 80 cm de neige dans la journée, enfin genre un truc, tu sais, t'as les mêmes qu'on dit qu'il y a 4000 dans les Alpes, hein, c'est du coup mais c'est bien parce que toi il y a plein de paramètres à prendre en compte, c'est dur à faire, je trouve ça sympa, t'es tout seul, c'est un autre délire complet de l'été. Donc ouais, non, mais du coup moi j'avais tenté en février là cette année. Mais on va voir si les condis l'année pro. Parfait, beau programme. Louis, dernière question du podcast. C'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui t'est particulièrement chère que tu voudrais partager avec nous? Bah, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. Toi, c'est n'aie aucune limite pour atteindre tes objectifs en termes de travail et d'engagement. Meilleur conseil que tu restitues et que tu transmets aux autres. Ouais. En travaillant beaucoup, t'arrives quand même globalement à tout. Merci beaucoup, Louis. C'était très chouette. On a vécu le Thor vraiment avec toi là. On a senti le côté exaltant et puis on a souffert avec toi aussi au moment où ça commençait à se corser. Bravo en tout cas d'être allé au bout. Et puis voilà, l'histoire n'est pas terminée avec cette course. Et puis il y en a plein d'autres. En tout cas, je te souhaite de t'accomplir, d'être heureux dans tous les projets qui t'attendent. Et puis merci pour notre échange. C'était un très chouette moment. Et merci à toi, Guillaume. C'était un plaisir de partager ça avec toi et les auditeurs. Et puis, comme tu dis, j'espère qu'il y aura d'autres aventures, d'autres histoires à raconter sympas dans les prochaines années. À bientôt, Louis. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant.
Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.